Salut la famille, c'est Akina sur le Front Médiatique et nous sommes le mercredi 25 août 2021 et je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle série. Cette série sur laquelle on va travailler, c'est le contrôle mental. Et pour ce premier épisode, nous avons le plaisir et l'honneur d'avoir avec nous deux invités exceptionnels. Tout d'abord, Ariane Billeran. Bonsoir Ariane. Bonsoir, bonsoir à tous. Merci pour l'invitation. Eh bien, un grand merci à toi d'avoir répondu présent à notre invitation. Et aussi, nous avons la chance d'accueillir une chercheuse, une journaliste indépendante d'investigation que nous avons accueillie il y a déjà quelques mois. C'est Dondé Bamos. Bonsoir Dondé. Bonsoir. Merci vraiment à vous d'être là. Donc, on va parler de contrôle mental, on va parler des origines, du projet et des méthodes. On va vraiment approfondir ça au cours des 2 prochaines heures. Et pour introduire notre échange, je rappelle qu'évidemment, nous sommes dans une période de sidération actuellement, dans laquelle il est difficile de comprendre les logiques et les dynamiques en cours à l'échelle de la société. Et selon nous, il est nécessaire donc de faire un pas de côté et de regarder l'histoire pour comprendre les origines de ce que nous vivons actuellement. Il existe en fait bien une cohérence dans la dynamique actuelle qui s'inscrit dans l'idéologie des élites d'hier et qui continue dans les élites d'aujourd'hui. Et donc cette suite logique, c'est l'idéologie de l'eugénisme. Donc on va essayer de répondre à des questions ensemble ce soir au cours de cet échange avec Dondé Bamos et Ariane Billeran. Donc quel est le projet eugéniste ? Quelle forme a-t-il prise? Quelles méthodes sont mises en œuvre? Et enfin aussi pour agir, quels sont nos leviers d'action? Voilà autant de questions auxquelles nous allons tenter de répondre ce soir. Donc je me permets de rappeler que Ariane Billeran, tu es normalienne, psychologue clinicienne, docteur en psychopathologie, chargée de cours à l'université, auteure, conférencière et consultante. Tu es aussi l'auteur de plus de 25 ouvrages et tes domaines d'expertise sont le harcèlement, la paranoïa, les déviances du pouvoir et aussi la reprise de son pouvoir personnel. Dondé Bamos, c'est donc un pseudonyme car tu abordes des sujets très sensibles et donc ce soir, on t'accueille sans face caméra. Tu es une ancienne journaliste professionnelle, tu as travaillé pour la presse écrite et pour le web et malheureusement, tu as dû quitter ton métier car le contexte médiatique ne te permettait pas d'exercer ton métier selon tes aspirations et en cohérence avec tes valeurs. Et tu as démarré donc le blog Dondé Bamos qu'on conseille à toute la communauté fin 2007 et tu t'intéresses entre autres au problème de la pédocriminalité et des réseaux pédophiles. Je rappelle aussi que les internautes vont pouvoir participer à cette soirée à travers les différents chats sur les différents réseaux. Donc, n'hésitez pas à poser des questions. Et avec Marin aussi, que je remercie à la technique qui est derrière avec nous, nous allons potentiellement faire remonter des questions, des remarques, des informations aussi liées à vos connaissances, à Dondé et à Ariane, pour pouvoir nourrir cet échange. Voilà. Donc, pour introduire, si je dis pas de bêtises, Dondé, on a décidé de partir de la typologie des habits rituels. Voilà, pour introduire cette émission. Donc, je te laisse la main. Oui, alors en fait, l'idée de faire, d'abord bonjour à tous. L'idée en fait de faire cette émission, elle est venue en échangeant en fait avec des victimes qui avaient connu, qui avaient subi des abus en réseau et de type rituel dans leur enfance et qui me disaient qu'en ce moment, elles ressentaient un stress, elles revenaient un peu dans le même état de trauma qu'elles avaient quand elles subissaient ces choses-là, quoi. Et je me suis dit, il y a un parallèle à faire, il y a quelque chose, il y a un lien entre les deux. Et en fait, il m'est apparu clairement au fil de mes recherches, et même ça m'a étonné que ce soit pas apparu avant ce lien entre des pratiques rituelles, le contrôle mental et surtout le conditionnement qui peut exister dans ce genre de réseau et les techniques de conditionnement des masses en fait qui sont en fait les mêmes. Ça m'a frappée. En fait, je me suis dit, bon, j'ai repris un peu tous les dossiers que j'avais de réseau. J'ai pas pris les plus faciles. Et je un peu, d'ailleurs, on a fait ce travail-là aussi avec Wanted Pedo à l'époque, de reprendre ces dossiers-là et de regarder ce qu'on retrouvait dans les différents dossiers, ce qui était différent. Et on s'est aperçu en fait qu'il y a beaucoup d'éléments de manipulation qui reviennent dans tous les dossiers, quoi. Par exemple, donc là j'en avais noté quelques-unes qui sont assez intéressantes à souligner. Par exemple, un climat qui est permanent de violence dans ces milieux-là envers les victimes. Donc, il faut se mettre un petit peu dans la tête d'un enfant
qui a entre 5, 6, 10 ans. Et qui vit dans un milieu qui a l'air normal vu de l'extérieur, vu par les gens comme nous, mais qui de l'intérieur va être complètement dysfonctionnel. C'est un faible mot, mais complètement en fait dingue et pervers même. Et ces victimes-là, qu'est-ce qu'elles nous disent? Elles nous parlent d'un climat de violence, de stress quasi permanent, qui amène petit à petit l'enfant à avoir un comportement un petit peu automatisé de survie. Hein. Il y a par exemple Régine Alouf, donc dans l'affaire Dutroux, hein, qui explique que sous la pression, en danger, quand on la poussait à faire quelque chose et qu'elle refusait, là, elle se mettait en mode robot, en mode automatique. Elle a eu cette phrase qu'il faut noter quand même. Elle dit c'est si agréable d'abandonner la lutte, de laisser tomber sa responsabilité et son humanité. Mieux que ça, je ne comprenais pas pourquoi j'avais lutté si longtemps. Et en fait, c'est une phrase qui est clé parce qu'elle permet de comprendre le but de cette manipulation, en fait, qui est de nous amener en fait à faire des choses qu'on ne ferait pas autrement, qu'on ne ferait pas dans un contexte normal, quitte à nous faire abandonner notre humanité. Hein, le fond de la démarche, c'est ça, quoi. Il y a Ariane qui va intervenir dans quelques temps, dans quelques minutes. Je termine un petit peu sur ce que j'ai pu repérer, moi, dans mes dossiers, qui m'a frappé et qui m'a rappelé un petit peu ce qu'on vit. Il y a une forme aussi de progression dans les abus, une forme de conditionnement progressif, hein, de l'enfant. On s'aperçoit que on ne montre pas tout de suite le plus dur à la victime, quoi. Sinon, on sait bien que elle bloquerait ou elle perdrait la raison. Voilà. Il y a aussi une espèce d'amnésie qu'on retrouve chez beaucoup, un espèce de déni de la réalité, enfin de ce qu'ils ont vécu, quitte à l'oublier, à ce que ça devienne une amnésie. Il y a des aspects de prostitution qu'on retrouve dans ces réseaux-là, d'exploitation du corps de l'autre. Hein. Il y a la prise de drogue qu'on retrouve, qui est aussi quelque chose d'assez systématique pour mettre la victime dans un état psychique, on va dire, où elle va accepter beaucoup de choses, où son comportement, elle va plus freiner, plus mettre d'obstacles à ce qu'on va lui demander. On voit aussi au fur et à mesure des abus qu'il y a une espèce de récompense qui s'installe, c'est-à-dire que ces victimes-là sentent que plus elles collaborent, en fait, hein, plus elles se soumettent, plus elles sont récompensées et plus leur statut au sein du groupe va être reconnu. Il y en a qui nous expliquent comme ça que ils ont compris qu'ils étaient amenés à avoir un haut rang dans le réseau parce que c'est eux qui tuaient les autres, c'était pas l'inverse, quoi, par exemple. Voilà, il y a toutes ces choses-là qui en fait sont... Bon, alors, on va peut-être pouvoir dire que c'est des techniques perverses classiques, hein, mais en tout cas, qui ont été, j'ai l'impression, à travers les réseaux pédophiles qui se sont multipliés, j'ai l'impression que toutes ces techniques-là se sont standardisées et on va dire même industrialisées un petit peu, quoi. Hein. C'est-à-dire que ça s'est fait à beaucoup plus grande échelle. Et ces questions-là de menaces de mort permanentes, de mesures de rétorsion, d'accusations permanentes, tout ça, en fait, c'est pour amener à une soumission psychologique des victimes. Voilà. Donc, ce schéma-là, en fait, m'est apparu assez clairement. Et je me suis dit, voilà, d'où ça vient que on retrouve tous ces éléments-là de manière systématique, et que ce soit dans les réseaux américains ou dans des réseaux européens. Est-ce qu'il y a un mode d'emploi? Est-ce qu'il y a il y a des théories qui ont été diffusées, etc. Et en fait, c'est là qu'on s'aperçoit que oui, c'est pas sorti forcément de nulle part. Alors, c'est difficile de dire si les groupes sataniques ont copié les techniques de contrôle, enfin de manipulation mentale qui pouvaient déjà commencer à exister au début du XXe siècle, hein, ou si c'est l'inverse. C'est un peu difficile à dire de manière précise.
on arrive après, du coup, à regarder d'un petit peu plus près, bon, ces techniques-là de programmation, en fait, d'où est-ce qu'elles sortent, qui a mis ça sur le tapis. Bon, bah là, du coup, alors l'origine la plus proche qu'on a pour tout ça, ça reste bon, tout ce qu'on connaît du MK Ultra. C'est un programme dont beaucoup de gens ont entendu parler, hein, mais la programmation mentale et les techniques de contrôle mental ne viennent pas de là. Ça vient même avant ça des nazis, et même avant ça, on va y revenir un petit peu plus tard, des Anglais, hein, qui avaient ce projet eugéniste. Donc en fait, voilà, il y a une espèce de similarité dans toutes ces dérives-là, voilà, qu'on a essayé qu'on va essayer de montrer. Voilà, je vais laisser peut-être Ariane intervenir. Oui, merci Demandé pour cette présentation. Peut-être pour les tout novices, on pourrait dire que Dante, elle travaille sur l'existence de réseaux occultes, hein, c'est-à-dire cachés, sectaires, qui existent dans toutes les strates de la société, mais en particulier dans les milieux de pouvoir. Et personnellement, moi, j'ai eu les premières mises en relation avec ces phénomènes-là à travers des patients adultes qui m'ont amené des énormes dossiers dont je ne savais pas bien quoi faire. Et puis, bon, de fil en aiguille, j'ai continué à investiguer. Effectivement, il y a un certain nombre. Alors, comment sont-elles reliées ou pas, c'est des vraies questions, mais il y a un certain nombre de mouvements sectaires qui cherchent avant toute chose la mainmise et le contrôle sur l'enfant. Et en fait, qui va passer ce contrôle-là, donc ce contrôle mental, c'est-à-dire la capacité à mettre quelqu'un sous cloche, on va le dire très simplement, passe par un certain nombre de procédés qui sont des procédés qui en psychologie s'apparentent, sont de l'ordre du traumatisme, c'est-à-dire le choc à l'intégrité. Et il faut que les chocs à l'intégrité soient répétés pour pouvoir dissocier, créer ce qu'on appelle une dissociation, fracturer, on va dire, le psychisme de l'enfant qui est en développement. Et la meilleure façon de le fracturer, c'est en particulier par la transgression sexuelle de l'enfant. Donc, parce que c'est le lieu de l'intime et c'est très facile d'aller fracturer le psychisme. Et qu'est-ce qu'on obtient par la fracturation du psychisme? On va obtenir d'abord ce qu'on appelle la sidération. Donc, sidération, c'est une incapacité d'agir, un blocage. En termes simples, on peut dire qu'on est scotché. On peut plus agir. Et c'est là qu'effectivement, on peut intervenir dans une réaction qui va être une réaction d'automate. Il faut ajouter à ça que finalement, ce que cherchent des bourreaux dans ce genre de secte, hein, c'est le conditionnement absolu de leurs disciples. Donc, plus ils sont pris tôt, mieux c'est, évidemment, pour eux. Et c'est-à-dire, c'est aussi les amener à faire ce qu'on veut qu'ils fassent. Et pour les amener à faire ce qu'on veut qu'ils fassent, il faut qu'on modifie leur personnalité en développement. Et pour modifier la personnalité en développement, effectivement, la dissociation, c'est-à-dire cette fracturation du psychisme, va être le moment de l'introduction d'une certaine propagande ou de mise en conditionnement pour créer en fait une sorte d'autre personnalité qui répondra exactement à ce que souhaite le bourreau. Hein, voilà, pour le dire, c'était pour amener des petits éléments supplémentaires. Hein. Voilà. Alors, du coup, une fois qu'on a posé ça, qu'on a vu un petit peu comment ils traumatisent, c'est intéressant de voir comment ils s'y prennent. Et de temps en temps, dans les dossiers, on a des témoignages de passage dans des bases militaires. Ou dans des hôpitaux. Donc les victimes expliquent que ils ont été en centre aéré, ou en colonie de vacances, mais que c'était dans apparemment une base militaire en Allemagne ou ailleurs, en général en Europe quand même, et que là, il y a eu des expériences sur eux dont ils se rappellent pas vraiment, mais bon.
Enfin, ils ont encore des flashs des années après. Ça, ce point commun de dossiers, on va dire, assez sensibles, on le repère surtout aux États-Unis, mais un petit peu en Europe, quoi. Donc, il y a une victime du réseau, une autre victime du réseau du trou qui s'appelle Anneke Lucas, qui, elle, a essayé de comprendre un petit peu tout ce qui s'était passé et qui explique justement qu'elle a été envoyée, elle, en Allemagne plusieurs fois pour être entraînée dans des laboratoires. Et où elle avait des tortures en fait, hein, où on les, en fait des trucs où on les laissait attachés, où ils avaient des privations de sommeil, de lumière, de nourriture, etc. Quoi. Donc tout ça, on ne sait pas trop qui a fait ça. Bon, et elle explique aussi dans le réseau belge. Donc il faut savoir que le réseau du trou, bon, il y en a beaucoup qui connaissent, mais pour le grand public, ça reste une affaire de prédateurs isolés. En réalité, il faut savoir que Dutroux était un fournisseur d'un réseau, au-dessus de lui, il y avait beaucoup de monde, notamment des politiques, des aristocrates, des patrons de grandes entreprises. Et donc, Anneke Lucas, elle explique que le ministre, en fait, qui était à la tête du réseau belge, s'était entouré de spécialistes de la torture. Et donc, il participait, hein, ce gars-là. Donc, je ne vais pas citer son nom là maintenant, mais il est pas difficile à retrouver. Il est mort. Donc, ce gars-là participait complètement aux abus. Il était apparemment quand même un des gros pontes du réseau et il a été ministre pendant des années en Belgique. Et donc, il s'était entouré donc de spécialistes de la torture et elle dit il y avait des ex-coloniaux belges qui étaient revenus du Congo. Une fois que le pays avait finalement retrouvé son indépendance en 62. Et au Congo, ces Belges avaient torturé les esclaves congolais et leurs tactiques macabres étaient expérimentées sur les enfants du réseau. Elle explique qu'il avait également des experts en psychologie internationale qui ont transmis les techniques de lavage de cerveau développées au cours du Troisième Reich. Donc, en fait, on se dit, bah mince, est-ce que les réseaux pédophiles, ce ne serait pas aussi des moyens de tester des techniques de perversion de l'humain, de déshumanisation, hein, bon, en plus de ça, on parle de réseau rituel, mais bon, l'aspect rituel, souvent, c'est un peu plus folklorique qu'autre chose, faut le dire, hein, même si ça finit avec des meurtres. Mais on a des costumes des fois, pas toujours. Des fois, ça parle en latin. Des fois, on ne sait même pas quelle langue c'est. Bon, des fois, bon, bref, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a pas un folklore défini. On a l'impression que c'est surtout pour impressionner, un petit peu comme quand on rentre dans un tribunal, qu'on a les juges là sur leur estrade avec leurs costumes, avec le bling-bling, etc. C'est de la mise en scène, en fait. Mais le fond derrière ça, bah, en fait, il est peut-être beaucoup plus basique que ce que ne laisse penser le décorum. Voilà. Donc, ces aspects programmation qu'on retrouve dans les réseaux pédophiles et dans les sectes, hein, d'ailleurs, on va un petit peu en parler plus tard, on les doit à un système qui est clairement en fait pyramidal, comme beaucoup l'ont noté. Les réseaux sataniques, en fait, ont toujours des chefs, des fournisseurs, etc., comme dans toutes les sectes où il y a un gourou, etc. D'ailleurs, sur les sectes, je pense que les sectes servent de laboratoire. Alors, pour tester différents trucs, hein, mais tester des techniques de manipulation des masses, c'est certain. Des manipulations des individus, a priori, c'est certain aussi. Bon, alors, il y a du blanchiment d'argent. Bon, on a même eu du trafic d'uranium, hein, dans l'affaire du temple solaire. Bon, ça peut aller loin. Ça sert à cacher beaucoup de choses, les sectes. Puis, c'est très pratique. Ça sert de front et puis on ne voit pas derrière la main des renseignements. Pourtant, moi, je cherche le contre-exemple. En fait, je cherche un exemple en fait aujourd'hui de secte où il n'y a pas de gens des renseignements dedans, en fait, parce que quand on regarde de près, elles y sont toutes, quoi. Hein. Je me suis amusée à faire une petite liste, mais qu'on prenne
ou l'Ordo Templi Orientis, ou le Temple solaire, par exemple, ou la secte Aum, ou même la scientologie. Tout ça, c'est créé par des mecs des renseignements. Voilà. Donc, pourquoi à quoi ça sert ces manipulations? Tout ça, c'est intéressant d'aller regarder en fait de plus près, alors sans sombrer dans des théories non plus complètement hallucinantes, parce qu'il y en a aussi qui courent. Euh, mais bon, voilà, on a des groupes assez inquiétants. Il y en a même un qui s'appelle donc l'Ordre des Neuf Angles, par exemple. Alors lui, il se revendique carrément nazi et sataniste. Et alors, il revendique d'infiltrer l'armée, il revendique d'infiltrer les renseignements, etc. Mais alors, on ne sait jamais trop dans ces cas-là qui infiltre qui à la fin. Mais bon, voilà, il y a un truc très poreux entre les sectes qui servent en fait je pense à faire des ballons d'essai de différentes techniques, de différentes stratégies, voire de déstabilisation aussi, mais bon, ça c'est un autre sujet. C'est très poreux entre ces services de renseignement-là et en fait tout ce qui est réseau plutôt satanique, qui eux aussi sont complètement voilà, infiltrés. Voilà, donc quand on regarde d'un petit peu plus près les rituels de l'Ordo Templi Orientis, etc., donc où il y a des abus de mineurs, on se rend compte que Aleister Crowley, donc, qui est un peu le grand théoricien, a travaillé pour les renseignements anglais, hein, et il a été en contact avec un petit peu tout l'occultisme allemand du début du XXe siècle, quoi. Les Theodor Reuss, les Steiner et compagnie, enfin voilà. Donc en fait, on s'aperçoit que tous ces petits milieux, en fait, c'est un petit milieu à l'origine. C'est pas beaucoup de gens. Je peux faire un tout petit. Oui, vas-y. Aleister Crowley, qui était l'idole de Kinsey, qui était l'idole de Kinsey. Kinsey qui est allé sur l'île en Sicile où Aleister Crowley avait commis des transgressions sur des femmes, sur des enfants, etc. S'était fait virer de Sicile pour ça. Aleister Crowley en était l'idole de Kinsey. Et Kinsey, c'est bien celui qui nous a pondu toute la question de la sexualité de l'enfant, financé par, à l'époque, donc la Fondation Rockefeller, et en lien direct avec le nazisme. Donc, c'est quand même important de faire tout ça parce que Aleister Crowley a aussi été vraiment un élément fondamental dans la question de l'avènement du nazisme, dont on peut se demander si en fait ce n'est tout simplement pas l'avènement d'une secte occulte au pouvoir, et c'est la théorie d'Hannah Arendt dont je vous parlerai tout à l'heure. Mmh. Non, c'est vrai qu'en fait, ce qui est dingue, c'est qu'on retrouve un petit peu ces délires occultistes un peu partout, quoi. Les nazis, eux, étaient très liés même, on y reviendra, mais à toutes ces sociétés occultistes au début. Donc, et en plus de ça, dans les réseaux vraiment satanistes dont j'ai eu connaissance, ils sont très souvent franchement nazis, quoi. On me raconte des saluts hitlériens, ce genre de trucs, le décorum croix gammée et compagnie dans les rituels des fois, quoi. Donc il y a quand même une communauté de pensée, on va dire, assez inquiétante, quoi. Bon, on va revenir un petit peu plus tard sur ces détails-là, mais pour en revenir à ce que c'est le contrôle mental, donc il y a cette notion de programmation et de conditionnement, hein, qui est claire, et donc il y a aussi tout ce qui passe par les moyens de communication, hein, de masse. Donc c'est les médias, et il y a aussi dans le contrôle mental un autre outil essentiel qui est la chimie, hein, donc que ce soit dans les aliments ou les médicaments ou autre chose peut-être plus d'actualité, mais tous ces éléments-là sont utilisés aussi pour contrôler. On le voit dans le MK Ultra. Les nazis aussi ont testé des drogues et la chimie et les médias pour conditionner les foules. Voilà. D'ailleurs, il y a une phrase d'Hitler que je vais citer parce qu'elle vaut, comme me l'a rappelé Akina, son pesant de cacahuètes.
Donc Hitler, il nous racontait dans Mein Kampf que la faculté d'assimilation de la masse n'est que très restreinte et son entendement petit. Par contre, son manque de mémoire est grand. Donc, toute propagande efficace doit se limiter à des points fort peu nombreux et les faire valoir à coups de formules stéréotypées aussi longtemps qu'il le faudra pour que le dernier des auditeurs soit à même de saisir l'idée. La grande masse d'un peuple ne se compose ni de professeurs ni de diplomates, elle est peu accessible aux idées abstraites. Par contre, on l'empoignera plus facilement dans le domaine des sentiments, et c'est là que se trouvent les ressorts secrets de ces réactions, soit positives, soit négatives. Dans tous les temps, la force qui a mis en mouvement sur cette terre les révolutions les plus violentes a résidé bien moins dans la proclamation d'une idée scientifique qui s'emparait des foules que dans un fanatisme animateur et dans une véritable hystérie qui les emballait follement. Voilà. Et tous ces trucs-là, en fait, alors bon, tout le monde sait qu'Hitler était un grand ésotériste, il pensait avoir des pouvoirs, etc. Mais il faut savoir qu'il fréquentait aussi des mages ou des mages, des voyants, etc., dont un qui s'appelle Gurdjieff qui diffusait ces techniques en fait de manipulation mentale auprès de responsables des armées occidentales au moment de la guerre. Donc voilà, on a l'impression, alors c'est pas encore forcément très clair, mais on a l'impression qu'on a été quand même dans un bain de propagande, de conditionnement et de manipulation qui n'a pas. Alors pendant la guerre, il a été. On peut rajouter Lana Nerbe et Himmler qui étaient vraiment dans un grand délire occulte en fait, avec des vraies recherches occultes. Hein. Je pense que c'est très important de dire que c'était central dans le nazisme. Ben ouais, en fait, c'est comme si on essayait c'est comme s'ils diffusaient leur théorie. Alors, quand on parle d'occultisme, en plus, souvent, il faut appeler un chat, c'est du satanisme. Hein. Ils les diffusent par tous les moyens, ça transpire, en fait, dans tout ce qui touche. Et le problème, c'est notamment les médias de masse, et là, il y en a beaucoup aujourd'hui qui disent, bon, si tu éteins ta télé, ça ira beaucoup mieux. Et d'ailleurs, il y avait un reportage, enfin une conférence que je regardais, j'ai oublié le nom du chercheur, c'est un neurologue, et il expliquait que, mais littéralement, la télé détruit le cerveau, quoi, hein, physiquement, quoi. Et aujourd'hui, ce qui est inquiétant, c'est que toutes ces techniques-là peuvent être amplifiées parce que les moyens se sont amplifiés, quoi. Ils ont beaucoup plus de puissance qu'avant. On a eu par exemple un épisode à Pont-Saint-Esprit en 1951 où ils ont balancé du LSD. Alors, ils en ont balancé dans l'air sur un village en France où on s'est retrouvé avec à peu près une trentaine de morts, je crois. Ils ont aussi mis du LSD dans les aliments et c'était en 51. Donc juste avant le lancement officiel de MK Ultra, donc c'est dans un autre contexte qu'ils ont fait ça, mais ils ont toujours nié, mais ils ont suivi de très près l'expérience. Donc ils sont capables d'utiliser les populations aussi pour ce genre de choses. Ça, c'est quelque chose dont il faut vraiment avoir conscience, quoi. Bon, je pense que on peut terminer là un petit peu sur la définition du contrôle mental. On va pas forcément rentrer dans les détails maintenant. Là, l'idée, c'est plus maintenant d'aborder un petit peu la méthode. Donc, quels sont les moyens qu'ils utilisent, quoi. Dandé, si je peux me permettre, par rapport à toutes les informations que tu nous fournis, ce qui est important pour nous en tant que journalistes aussi, c'est les sources. Est-ce que par exemple, si les internautes veulent retrouver certains éléments, j'imagine sur ton blog, ou est-ce que aussi tu as quelques auteurs ou quelques ressources à partager aussi pour accompagner et référencer en fait certains des dires que tu viens de nous partager? Oui, je vais préparer un article ou plusieurs même là-dessus, donc ce sera mis. Après, s'ils veulent des sources précises, au pire qu'ils le disent et on les mettra après là dans le chat. Mais disons que là, tout ce que j'ai dit, j'ai les sources, ouais. On peut dire dans le chat, on a mis le site de Judith Reisman qui a fait un travail absolument
extraordinaire, on va dire, à partir de Kinsey, hein, sur la question de la sexualisation des enfants et finalement les mensonges scientistes et comment ils ont été orchestrés. Et ça, c'est extrêmement important parce que des enfants aussi ont fait partie des expériences sexualisées et transgressives de toute cette équipe Kinsey qui aujourd'hui est reconnue par l'ONU et par l'OMS. Donc c'est quand même Et c'est à important. lui qu'on doit l'éducation sexuelle. Voilà, et dans les standards pour l'éducation sexuelle en Europe, qui en fait ne comportent absolument aucune référence réellement scientifique du côté de la psychologie de l'enfant ou de la pédopsychiatrie, en fait c'est un référencement tautologique, c'est-à-dire que ça renvoie à Siecus, qui était l'organe de pédagogie sexuelle de Kinsey. Et là-dedans, on va retrouver toujours les mêmes personnes, en fait, et on va retrouver les mêmes discours. Et donc, c'est très important. Alors, elle a été introduite en France par Ida Belgoul et Marion Sigaud. Marion Sigaud l'a beaucoup divulguée, mais Judith Reisman, elle est hors champ politique. Elle, ce qui l'intéressait, c'était la protection des enfants. Et donc, ça a été de refaire tous les liens et toutes les ramifications historiques à partir de là. Et on retombe encore une fois sur le nazisme. Et elle a fait un article l'année dernière avant de décéder qui est sur justement qui organise la pandémie et quels sont les liens entre l'OMS et finalement toute cette affaire. C'est important parce que Annek Lucas, qu'a cité Dondé, en fait, a à un moment donné aussi parlé de la question de la sexualisation des enfants et des droits sexuels comme étant l'un des projets qu'elle avait rencontrés dans les sectes qu'elle avait subis. Donc, c'est très important. Et cette tautologie, en fait, à l'intérieur de Siecus, Kinsey n'avait rien d'un scientifique capable de mener ce type de recherche. En fait, il a mené des recherches avec toute une bande de pédophiles et de délinquants sexuels, donc pour mener des recherches, bonjour. Et en fait, tout ceci a été financé, orchestré, etc. Et Judith Reisman parle également du trafic d'organes, elle parle d'énormément de choses. Elle a mené un travail de fond essentiel qu'on essaye de traduire en français sans aucun moyen. Donc, on vous mettra aussi le site si vous pouvez aider les traducteurs là-bas aux États-Unis. Judith Reisman, elle était OK pour qu'on diffuse son travail partout dans le monde. Donc, il y a des livres qui sont vraiment des bombes explosives. Et c'est très important que nous puissions avoir accès à cette information en français. Voilà. Donc, on a déjà... voilà. Mais ça, c'est pas le seul parce qu'il faut remonter avant, mais à partir de Kinsey, on comprend très bien les ramifications, en tout cas sur la question de la démocratisation de la sexualité de l'enfant et ses fondements, qui la sponsorisent, pourquoi et dans quel but. Voilà. En fait, c'est hyper lié, quoi. C'est pire que ce qu'on pense. C'est vraiment un projet de société et tout se rejoint. Voilà. Ouais, sur le MK, enfin sur le contrôle mental, il faut aussi parler un petit peu du Tavistock. Hein, c'est un petit peu là en fait qu'on remonte à la. Enfin, c'est un peu là la source a priori quand même hein, du délire de contrôler les masses, en tout cas, voire l'individu. Donc c'est à la base le Tavistock Institute, c'était une clinique qui a été créée donc en 1921 avec pour objectif de développer ce qu'ils appelaient l'hygiène mentale. Parce que bah, pour eux, c'était pas rentable pour la société d'avoir des gens qui débordent, quoi, en gros. Hein. Et ça a été créé en fait par des aristocrates hein, anglais, donc bien protestants. Hein. Et ils ont commencé les études du comportement des gens dans les groupes et les mécanismes de défense face à l'ingérence. Alors, on était un petit peu dans un contexte finalement de guerre qui montait, mais bon. Après, c'est devenu à la guerre le Tavistock Institute for Human Relations. Et donc là, c'était le renseignement anglais qui prend directement la main en fait sur le truc. Donc là, on est juste après la guerre, quoi. Et il y a des gens qui ont un petit peu expliqué les dérives de cet institut-là. Il a beaucoup inspiré les scientifiques allemands nazis qui ont contribué à mettre la société en coupe en Allemagne sous le régime hitlérien.
Ils ont beaucoup inspiré les sociologues, les anthropologues et ainsi de suite. Et après, bon, bah voilà, du coup, la filiation après cette étape des nazis, on arrive directement sur le MK Ultra, quoi, hein, aux États-Unis, avec tous ces médecins nazis qui finalement n'ont pas vraiment été sanctionnés, mais plutôt on les a invités à venir travailler aux États-Unis, en France aussi d'ailleurs, en Angleterre, en Amérique latine. Hein. Voilà, il y a des gens qui parlent un petit peu euh, de, de dictature scientifique, quoi, qui se mettent en place avec cette médecine hygiéniste, en fait, qui est censée faire en sorte que la société tourne comme cette certaine élite a décidé qu'elle tourne. Quand on voit, par exemple, aujourd'hui que le DSM, enfin, les gens qui réfléchissent au DSM, donc c'est l'annuaire des maladies psychiatriques qui est mis à jour tous les 4 ans aux États-Unis. Aujourd'hui, ils commencent à essayer d'intégrer des troubles qui évidemment se soignent par des médicaments, comme le fait de ne pas être conformiste, d'être anticonformiste plutôt. Ça, c'est une tare. Voilà, le fait d'être complotiste aussi, j'ai vu arriver que ça venait sur le tapis, etc. Pour eux, c'est des tares parce que tout ça, ça dérange leur mode enfin leur société, celle qu'ils veulent, quoi. Et donc ils ont vite compris que plutôt que de mettre toutes les foules au goulag, il valait peut-être mieux on va dire d'un côté les abrutir et d'un autre côté les occuper. Hein. C'est panem et circenses, hein, c'est un vieux truc, même les Romains le savaient, hein, du pain et des jeux. Et en fait, c'est toujours ce même système qui est en cours. Hein. On va pas revenir sur les médias. Il y en a qui l'ont fait beaucoup, qui le feront de toute façon beaucoup mieux que nous. Mais il faut pas sous-estimer l'ampleur du conditionnement par les médias. Alors, si vous interviewez un journaliste, et j'en ai été, hein, il vous dira non, mais dans ma rédaction, on peut tout écrire, etc. Mais c'est pas vrai. Qui s'amuse à essayer d'écrire sur un réseau pédocriminel ou des choses comme ça, ils verront tout de suite. Ou même simplement aller contre le sens du vent, par exemple dans le cadre d'une épidémie, ils verront tout de suite que la liberté d'expression est vraiment très limitée. Et pire que ça, euh, en fait, c'est comme dans les études universitaires où il y a quand même une sélection qui se fait par le conformisme, hein, en gros, hein, surtout dans des matières sensibles comme l'histoire, la philo, la socio. En fait, on se retrouve avec avec des gens qui sont là parce qu'ils sont conformes. Donc, ils n'ont pas l'impression de déborder et pour cause, ils vont pas déborder. Voilà. Et donc, c'est comme ça qu'on se retrouve avec des gens qui pensent tous la même chose parce que, ouais, ils sont conformes à ce qu'on attend d'eux en haut, quoi, et pas forcément à ce qu'il faudrait faire. Voilà. Donc, ne sous-estimons pas le conditionnement créé par les médias de masse à force. Hein. Imaginez que ça fait quand même 50, 70 ans maintenant que ça dure. Qu'en plus de ça, ça se double d'une culture de masse hollywoodienne. L'autre jour, je me suis amusée à regarder sur Netflix les séries pour ados, mais c'est effrayant. Enfin, l'ambiance, elle est complètement morbide, dépressive, violente. Alors, il se trouve que le créateur de Netflix, je crois que c'est un petit-fils de Bernays, comme par hasard, quoi. Bon. Et donc, pourquoi Hollywood a eu autant d'argent voilà, pourquoi est-ce qu'ils ont autant insisté pour diffuser cette culture américaine, cette American way of life? Parce que c'est le côté divertissement. Et puis c'est aussi le côté dans lequel on fait passer des messages comme quoi la consommation c'est la vie, comme quoi le communisme c'est caca, etc. quoi. Et à force d'entendre ça depuis des générations maintenant, forcément, on pense avoir un libre arbitre, mais on ne se rend pas compte à quel point on est pollué par ça, quoi. Et surtout, je dirais, les gens qui ont fait des recherches, enfin, qui ont fait des études universitaires, à la limite, sont encore plus sujets que les autres à ce conditionnement, quoi. Voilà, donc tout ça, c'était un petit peu, voilà, pour présenter un peu le contrôle mental aujourd'hui où on en est, quoi. Et Ariane, toi, tu aurais un gros apport à nous donner là, en nous expliquant un peu, parce qu'on va revenir à l'eugénisme, hein. Le contrôle mental, c'est un des moyens d'arriver au délire eugéniste, hein. Enfin, c'est un des moyens de l'eugénisme. Il y en a d'autres. Mais voilà, quelle est la méthode, en fait, euh,
aujourd'hui qui est utilisé pour conditionner, que ce soit même dans les sectes, hein, à la limite, ou à grande échelle, les gens, en fait. Comment ça se passe concrètement, en fait, le mécanisme? Oui. Juste avant, j'avais envie de rajouter un truc Ouais, par rapport pardon. à ce que tu disais. Je pense, par exemple, il faut regarder, par exemple, de très près la création du planning familial américain et notamment les déclarations de Margaret Sanger, qui s'est ensuite retrouvée dans l'équipe de Kinsey. Il y avait clairement un projet de stérilisation de la population noire. Donc, en fait, ce qu'il faut bien comprendre, je pense, tel que c'est une hypothèse, hein, mais c'est à voir. C'est-à-dire que quel est le projet en fait, qui n'a certainement peut-être pas si évolué que ça. C'est quoi l'eugénisme? C'est la sélection de la race, c'est-à-dire ceux à qui on va donner l'autorisation de vivre et ceux qu'on va laisser crever ou qu'on va tuer d'une façon ou d'une autre, mais la famine peut être une façon de laisser crever les gens. Le contrôle de la reproduction. Donc ça, c'est très important et je pense que c'est vraiment central. Donc on le voit dès l'origine du planning familial. Non pas qu'il ne faille pas que les femmes puissent avoir des moyens de contraception, c'est pas ce que je suis en train de dire. Ce que je suis en train de dire, c'est que la question était de contrôler la reproduction d'une population pauvre dont on ne veut pas. Donc ça, c'est aussi très clair. Et donc, on voit bien que ce qui arrive là à vitesse grand V, avec l'utérus artificiel, etc., c'est bien de pouvoir autoriser certaines catégories de population et d'autres non, hein, sur la question de la reproduction. Bien sûr, des projets d'expérimentation médicale à grande échelle, comme l'ont fait les nazis. Et finalement, ce n'est pas tellement ça qu'on nous enseigne au niveau de nos cours d'histoire, et pourtant, ça mériterait vraiment investigation grande. Encore une fois, les nazis ont été recyclés et beaucoup en Amérique du Sud pour continuer des programmes d'expérimentation sur les humains. L'idée étant donc à la fois d'accéder à l'immortalité pour certains, l'immortalité du corps, et en même temps de pouvoir créer une espèce de surhomme qui serait bien supérieur aux autres. Et donc, je pense il faut bien intégrer tout ça ensemble, hein, et bien sûr, donc la prise de possession psychique, encore une fois, donc je renvoie aux travaux de Judith Reisman qui va aussi expliquer comment les nazis, en fait, avaient vraiment intégré la pédophilie dans leur pratique pour pouvoir prendre le contrôle des esprits dans les endoctrinements. Donc, ça, c'est très important. Au niveau des méthodes, ce sont des méthodes de harcèlement. De façon plus générale, moi, je ne vais pas forcément rentrer dans les méthodes des sectes en particulier, parce que ça, c'est vraiment Dondé qui étudie tous ces dossiers, même si moi, j'ai vraiment eu l'occasion d'avoir accès à beaucoup de dossiers aussi. Mais disons que les méthodes de harcèlement, elles vont d'abord se fonder sur la répétition et de la propagande de slogans et de mêmes choses en boucle, de façon à ce que l'esprit soit un petit peu marqué au fer rouge par cette répétition, et que ces slogans, si possible, puissent ne pas pouvoir être pensés. Donc, il faut que ce soit des choses qui anesthésient un petit peu la pensée. Et donc, ça fonctionne essentiellement sur des messages paradoxaux. C'est-à-dire, on va vous dire quelque chose, un terme, et puis le contraire, soit dans la même phrase, soit dans la même expression. Malade asymptomatique, par exemple. C'est quelque chose qui est paradoxal. Donc, il faut manier tout le temps le paradoxe pour sidérer la pensée chez l'autre. Et également, dans ces méthodes de manipulation de masse, il faut toujours que l'information soit en perpétuellement renouvelée. C'est ce qu'Hannah Arendt appelle le mouvement perpétuel, c'est-à-dire qu'il faut toujours qu'il y ait une somme d'informations absolument éprouvantes pour l'esprit, qu'il n'arrive plus à se les approprier. Donc, c'est l'immédiateté de l'information et en même temps qu'elle soit toujours extrêmement renouvelée et si possible contradictoire d'une semaine à l'autre ou d'un jour à l'autre, de façon à ce qu'on n'arrive plus à faire les liens. Il y a bien sûr de la manipulation émotionnelle, mais ça c'est dans tous les cas de harcèlement. La manipulation émotionnelle, elle vient manipuler à la terreur. Il faut mettre l'individu sous terreur pour obtenir quelque chose de lui. C'est fondamental, c'est incontournable. Et le manipuler également à l'empathie ou à l'identification à l'autre. Alors ça, on va le retrouver beaucoup effectivement dans les sectes, c'est-à-dire qu'on va mettre l'enfant dans une situation où il va être en identification avec un autre enfant et on va lui demander de casser cette identification.
en faisant quelque chose d'irréparable. Donc, ça, c'est et donc en passant du côté des bourreaux. Ça, c'est vraiment un procédé qui intervient énormément. Mais il faut aussi tout le temps souffler le chaud et le froid. C'est-à-dire qu'en fait, pour obtenir une emprise sur quelqu'un, il ne faut pas simplement être un bourreau en permanence, parce que ça, au bout d'un moment, ça peut quand même créer un certain rejet. Il faut avoir des moments de relâchement et de gentillesse, de façon à créer à ce moment-là une prise avec la victime et la désorienter complètement et faire en sorte qu'elle finisse par s'identifier en fait à son bourreau. Cette identification qui est plus connue sur le syndrome de Stockholm, c'est un mécanisme en fait de survie de la victime, c'est-à-dire que puisque c'est le bourreau qui a le pouvoir, s'identifier au bourreau permet d'anticiper ses faits et gestes et ses demandes et donc de pouvoir mieux s'en prémunir. Donc cette identification, elle a bien sûr un effet pervers, c'est qu'ensuite il va y avoir un soutien, une protection de son bourreau, parce qu'il y a un autre mécanisme qui intervient, c'est une sorte d'empathie pour la souffrance du bourreau, souffrance que lui-même éprouve, mais que précisément il ne contacte pas, sinon il ne serait pas bourreau des autres, et qu'il fait vivre aux autres, par un mécanisme aussi de voir sa souffrance dans l'autre. Et la victime, elle prend cette souffrance-là et elle devient en empathie, elle devient empathique en fait avec son bourreau. Et ça, c'est aussi un autre problème, c'est la protection du gourou de la secte par les adhérents de la secte. Alors, bien sûr, on peut rajouter, il y a tellement de techniques, mais que les techniques fondamentales se créent dans le langage. Il faut modifier le langage pour permettre un conditionnement sectaire, c'est-à-dire modifier des représentations qui passent du monde et de la réalité, qui passent par notre accès à un langage commun. Il faut que ce langage soit modifié. Et donc, c'est vrai que dans toutes les sectes, il va y avoir un langage propre. Et cette modification de langage qui va passer notamment par des néologismes, c'est-à-dire la création de nouveaux mots censés identifier des nouvelles réalités, créer des perturbations de l'esprit et un conditionnement qui fait que la victime ne pourra sortir de la secte qu'une fois qu'elle aura déconstruit en fait tout ce langage d'identification. C'est exactement ce que les nazis ont mis en place, bien sûr, et que Klemperer avait identifié. Et notamment, ce langage, c'est un langage qui vise à désubjectiver. Donc, on peut avoir des nous inclusifs, on ne sait pas trop qui ça inclut, mais le jeu n'existe plus trop. On peut avoir un vocabulaire qui va personnifier des objets, c'est-à-dire faire des objets des personnes et dépersonnifier des personnes, objectiver des personnes, faire des personnes des objets. Enfin, voilà. Donc, il y a énormément de techniques de manipulation dans le langage. Vraiment, la principale, c'est de donner l'apparence d'un raisonnement tout en fait n'ayant aucune preuve de ce qu'on avance, en recréant une autre réalité, et en même temps avec un raisonnement qui est faux, qui va s'abstraire du principe de non-contradiction, c'est-à-dire ce qui est vrai ne peut pas être faux en même temps. Ce qui est vrai est vrai et ce qui est faux. Et donc ça, ce sont des techniques systématiques qu'on va retrouver. Et c'est vrai que, de toute façon, je l'ai déjà dit, au niveau de ce qui s'est passé cette année, on retrouve des techniques de cet ordre-là. Voilà, alors peut-être on peut dire, rajouter que la pathologie, la pathologie, maladie mentale d'un gourou de secte, en général, c'est la paranoïa. Donc, en fait, c'est une folie qui est contagieuse, c'est une folie qui va fonctionner à l'idéologie et qui va emmener d'autres dans son délire. Au niveau de la psychopathologie, c'est-à-dire comment fonctionnent les maladies mentales, la paranoïa, à terme, finit par rendre schizophrène. C'est-à-dire qu'en fait, il y a dans les psychoses deux types de délires de persécution, qui d'ailleurs, très curieusement, sont aujourd'hui complètement confondus dans le DSM. C'est-à-dire qu'en fait, on confond le bourreau et la victime, c'est quand même assez intéressant. Donc, ce fameux manuel de psychiatrie américain. Tous les délires de persécution ne se ressemblent pas. Et la schizophrénie est une maladie mentale qui fonctionne sur justement la fameuse dissociation. Alors,
Schizaine, ça veut dire diviser, c'est-à-dire que la personne est divisée à l'intérieur d'elle-même et en général peut avoir des conduites suicidaires, d'automutilation, entendre des voix, avoir des hallucinations, c'est-à-dire la personne devient extrêmement poreuse à son environnement et introjecte également la personnalité du bourreau. Donc ça, c'est Racamier qui avait déjà commencé à pointer ça, psychanalyste, que la paranoïa rend schizophrène. Et ce qui fait que quand on a des paranoïas de masse aussi, on a sur des groupes ou plus des peuples, hein, le moment où effectivement la paranoïa va être au contrôle, eh bien il va y avoir énormément de passages à l'acte suicidaire et de pétage de plomb sur un mode schizophrène. Donc ça, c'est quand même une recrudescence de ce type de pathologie mentale. Mais on voit exactement la même chose dans des entreprises, hein, quand ça devient totalitaire et sectaire également. Et concernant les entreprises, il y en a beaucoup qui ont un nouveau langage. Quand on rentre, on ne comprend rien dans les 5 minutes dans les locaux de ce qui est dit. Hein. Donc voilà, je crois que j'ai un petit peu fait le tour. Dondé, si tu veux poursuivre. Tu peux intervenir si tu veux, Dondé, mais on n'entend pas ton micro. Voilà. C'est bon? Oui, Oui, en c'est bon. fait, on sent bien qu'en fait, l'idée derrière, c'est d'empêcher d'agir, d'empêcher de penser, d'être maître un petit peu, comme il disait, hein, l'autre, maître des horloges. Comme ça me fait penser un petit peu à l'Église qui disait qu'elle voulait régler la vie des gens de la naissance à la mort. Et c'est vrai que du baptême à l'enterrement, en fait, l'Église était derrière, quoi. Et c'est le propre de toute bonne dictature ou tout bon, ouais, tout bon dirigeant paranoïaque d'essayer de contrôler absolument tout, quoi. C'est vrai que quand on va peut-être revenir un petit peu là du coup sur mon histoire de nazi parce que c'est un peu le fond du problème. C'est-à-dire que toutes ces méthodes-là, en fait, elles ont pas été, elles ont été travaillées par les nazis, en fait. On s'aperçoit qu'en fait, après le Tavistock, il y a quand même un certain nombre de médecins en Allemagne qui ont repris les délires du Tavistock sur le contrôle de la population. Il y a eu, par exemple, l'école de Francfort, en fait, qui a créé, qui avait tout un département de sociologie avec un département qui a travaillé sur la musique. Et il voulait, par exemple, travailler sur la musique alors, c'est Théodore Adorno qui disait ça, pour programmer une culture de masse comme une forme de contrôle social extensif qui pourrait dégrader ceux qui la consomment. Voilà, c'était un des sujets sur lesquels, par exemple, il travaillait. Après, ce qui est assez amusant, enfin assez inquiétant, c'est de voir que aux États-Unis aussi, ils ont repris les délires du Tavistock dès 1944. Et à partir de là, en fait, il y a la création de la World Federation for Mental Health, donc la Fédération mondiale de la santé mentale. Donc, ils commencent du coup à mettre un petit peu, à normaliser ce que c'est que la santé mentale et surtout comment on va la soigner, quoi. Quand on voit un petit peu euh, le délire qui y a derrière tout ça et qui finance la mise en application de ces choses-là, parce que bon, le Tavistock, il y a eu de l'argent de la fondation Rockefeller en masse à partir de 46 qui est arrivé là-dedans. Il y a eu des psychiatres, des militaires américains qui ont été formés au Tavistock. Un des militaires, par exemple, qui a créé la World Federation for Mental Health, c'est John Rawling Rees, en fait, qui a dirigé aussi le Tavistock juste avant. D'ailleurs, il l'avait inauguré. Et lui, son délire, en fait, c'était la guerre psychologique. Sa méthode, en fait, a été un petit peu diffusée. Ça s'appelait la méthode RIS et c'était un petit peu un délire de contrôle fasciste de la société et il se projetait dans le futur, lui. En plus, il voulait mettre en place tous les systèmes pour contrôler les gens aujourd'hui, mais surtout dans les 30-40 ans à venir, quoi.
Voilà. Le Tavistock, lui, il a repris aussi les travaux de l'école de Francfort, donc avec le Théodore Adorno, là, dont je viens de parler, et ainsi de suite. Donc, tout ce petit monde se cooptait, faisait des congrès ensemble, etc. Très vite, ils se sont mis à travailler donc, avec l'OMS et avec l'UNESCO. Voilà. Et après les nazis, bon, bah, ils ont carrément standardisé toutes ces méthodes aux États-Unis, quoi. Voilà, donc ça c'est quand même assez marquant. Alors l'étape des nazis, elle est pas mal parce qu'il y a quand même un tas de médecins qui ont travaillé dans le MK Ultra et qui ont été aussi impliqués dans les expériences en Allemagne, quoi. Voilà. Euh, il y a aussi bon, tout ce qui est les aspects occultistes en fait des nazis qui étaient en fait donc le surhomme, hein. C'était aussi donc comme a dit Ariane tout à l'heure d'éliminer tous les faibles, etc. Donc s'ils ont employé des moyens de la sociologie, des moyens de la médecine, etc. pour contrôler les foules, c'était pas dans un but, on va dire social, quoi. C'était pas pour aider les masses, quoi. Ce qui est inquiétant, c'est de voir le nombre de scientifiques nazis qui ont pu être recyclés à l'étranger. Bon, les chiffres officiels, ils parlent de 10-15 000, je crois, mais il y a des estimations à autour de 60 000. On imagine ce que ça a pu faire derrière, quoi. Alors on dit, bon, on parle de ceux qui ont travaillé en fait sur la NASA, mais il y en a eu beaucoup qui ont travaillé aussi dans la psychiatrie et dans ces domaines-là, quoi. Oui, par exemple, Nazi est exfiltré par la Croix-Rouge en Amérique du Sud. C'est un des exemples. Il y avait Oui, vraiment bah, des filières oui. d'exfiltration très, très importantes. Ouais, et en fait, moi, ce qui m'avait un peu frappé là en travaillant là-dessus, c'est de voir que donc il y a eu Nuremberg, donc on a eu pas mal de médecins en fait qui ont été condamnés. Enfin, pas mal. Je crois qu'ils sont moins d'une vingtaine au final à avoir vraiment eu des sanctions mémorables. La plupart ont été acquittés ou finalement ils ont eu une peine ridicule. Et c'est en traçant ces gars-là que tu t'aperçois qu'ils ont été sauvés par les États-Unis, quoi. Enfin, c'est un truc juste hallucinant, hein. Ouais, par exemple, il y a Arthur Rudolph. Donc, alors lui, c'était un nazi, bon, qui a travaillé sur les V2, donc les missiles allemands, qui a dirigé des travaux au camp de concentration donc de Dora, où ils utilisaient les prisonniers des camps. Et lui, il n'a pas été embêté du tout à Nuremberg parce qu'il a été recruté dès 1946 dans le cadre de Paperclip. Son dossier a été modifié pour enlever les infos dérangeantes. Et après, il a travaillé sur plusieurs missiles. Après, il a été à la NASA. Et il a continué jusqu'à ce que son passé émerge. Et là, il est rentré en Allemagne. Il y en a un autre là qui s'appelle Friedrich Hoffmann. Alors lui, il a carrément testé des agents bactériologiques pour les nazis. Donc il a utilisé des prisonniers dont beaucoup en fait ont été tués, hein. Il a testé par exemple le LSD. Il a testé le gaz sarin. Voilà, sur les prisonniers, et il a été recruté après par la CIA au milieu des années 50, et évidemment il a continué ses recherches. Là c'était dans le cadre de MK Ultra, alors surtout sur le LSD mais pas que. Et il a travaillé aussi sur des armes dont l'agent orange qui a fait des ravages au Vietnam et qui est devenu Monsanto et le Roundup, etc. Voilà, c'est un peu, il y a un petit peu une internationale. Alors il y en a un autre qui est pas mal, c'est Otto Ambros, lui, qui a carrément développé le gaz sarin. Alors lui, il a tué des victimes dans plusieurs camps. C'était le chimiste préféré d'Hitler. Il dirigeait un département de recherche d'IG Farben sur le caoutchouc et le pétrole synthétique, qui était dans le camp d'Auschwitz. Et c'était la plus grosse usine d'IG Farben, et c'était donc dans le camp. Et les victimes, elles étaient payées 3 Reichsmark par jour au SS. Donc il a été condamné à Nuremberg, mais pas tellement longtemps, parce que finalement l'armée l'a recruté à sa libération en 52, libération qui a été un peu accélérée, pour travailler sur le programme de guerre chimique depuis l'Allemagne.
Et en fait, dès son arrestation, il y a des sources qui disent dès son arrestation en 46, il y a des sources qui disent qu'il a commencé à donner des informations aux Américains et que bon, il a continué à travailler avec eux après. Donc, ce gars-là, on le retrouve, Otto Ambros, qui travaille après comme chimiste dans l'industrie chimique. Il se retrouve même au conseil d'administration de grandes entreprises, comme General Electric en Allemagne ou AEG. Il se balade aux États-Unis de temps en temps pour son travail, etc. Voilà, pas vraiment de soucis. Il a travaillé pour Dow Chemical aussi, ou voilà, pour d'autres sociétés pharmaceutiques, notamment en Allemagne. Enfin, en fait, quand on prend les médecins nazis qui ont échappé aux fourches vraiment très clémentes de Nuremberg, en fait, on en a une liste. Et quand on les trace, ils ont continué ce qu'ils ont fait chez les nazis, mais après, alors en Allemagne, ou aux États-Unis. Il y en a un aussi qui est pas mal. Alors, lui, c'est Walter Schreiber, ex-chirurgien en chef nazi sous les ordres d'Himmler, membre de la SS, qui a supervisé les assassinats de centaines de prisonniers par des injections létales de phénol, qui a géré la production de gaz sarin et tabac pour l'armée, qui a été recruté via Paperclip pour ses connaissances en matière de guerre chimique et biologique. Il a ensuite travaillé pour MK Ultra et il est notamment passé par le camp King, qui était en Allemagne en fait. Hein. C'était tenu à l'époque par l'OSS. Et après, il s'est retrouvé lui aussi à Edgewood Arsenal, où on a plusieurs médecins du MK Ultra qui sont passés, qui ont fait des expériences sur des soldats notamment qui n'étaient pas au courant, et a priori aussi sur des prisonniers qui n'étaient pas au courant. Donc le Schreiber, il a travaillé sur le projet Bluebird, Artichoke, et après sur MK Ultra, qui a fini on ne sait pas trop quand, officiellement en 73, mais rien ne nous interdit de penser que ça continue. Voilà. Son assistant, qui était Kurt Blom, lui aussi, il est parti. Il a travaillé sur le programme de la guerre bactériologique d'Himmler. Donc, dès 45, lui, il est parti travailler pour l'OSS. Pas de souci, quoi. Voilà. On pourrait en continuer encore comme ça. C'est hallucinant. On se dit... Donc on se dit, moi en histoire, j'ai appris que les nazis avaient perdu la guerre. Il se trouve que on ne sait pas qui a perdu la guerre, mais manifestement pas les nazis. Ils ont été recyclés, ils ont mis des costumes cravates. On s'aperçoit après que donc tous ces nazis qui ont émigré un peu partout, parce qu'on les retrouve aussi en Argentine, etc. Quand on les trace, on s'aperçoit que ces nazis-là et les fascistes qui les ont soutenus à droite à gauche, etc., ont été bien pratiques après tout le long des années 40, 50, 60, jusqu'au moins les années 90, pour faire des coups tordus sous faux drapeau. Voilà, aujourd'hui, on connaît tout ce qui est le stabling, les réseaux Gladio, la collusion entre l'extrême droite et les renseignements pour accuser on sait qui, mais en tout cas faire monter la tension avec des attentats. En Italie, il y a encore des procès contre des fascistes d'extrême droite pour des attentats qui ont été attribués à l'époque à l'extrême gauche. Enfin, toutes ces manipulations-là, c'est fait par des nazis et des fascistes, quoi. Aujourd'hui, on peut parler d'une internationale nazie. Ouais, moi, j'utilise aussi le mot, hein, parce qu'en fait, ils ont un discours qui est beaucoup plus lisse, mais il y a aussi Johan Chapoutot qui a travaillé sur le management, mais on s'aperçoit qu'en fait, leurs théories ont essaimé, en fait, se sont retrouvées dans à peu près toutes les disciplines de la société, quoi. Dante, je peux intervenir Oui, je t'en prie. Pour dire que, bon, c'est évident, après, on voit les filiations également dans les entreprises qui n'ont pas été condamnées. Oui. Et qui ont continué. Bon, voilà, je parlais de l'exfiltration par la Croix-Rouge en Amérique du Sud, mais c'est un des cas. Enfin, il y en a tellement. Et en fait, au hasard de mes lectures, je suis tombée sur un article de Hannah Arendt de 1945 qui s'intitule Les germes d'une internationale fasciste, dans lequel elle dit que la défaite de l'Allemagne est une défaite purement temporaire du mouvement. En clair, les nazis ont offert l'Allemagne en sacrifice à l'avenir du fascisme. Je vais continuer, parce que là, vous allez voir. Que
La fin de la guerre a fait perdre la base stratégique pour les nazis, les équipements d'une machinerie étatique particulière. Je la cite. Mais la perte d'un centre national n'a pas que des inconvénients pour la continuation de l'internationale fasciste. Libérés de tout lien national et des inévitables préoccupations extérieures qui les accompagnent, les nazis peuvent tenter une fois encore de s'organiser dans le monde de l'après-guerre sous la forme de cette véritable et pure société secrète dispersée partout dans le monde qui a toujours été le modèle d'organisation auquel ils aspiraient. Elle poursuit. Le danger d'un tel développement ne peut que s'accroître dans la mesure où les démocraties continuent de fonctionner sur la base de concepts purement nationaux, renonçant à toute stratégie idéologique de guerre et de paix et donnant donc l'impression qu'à l'opposé des internationales idéologiques, elles ne servent que les intérêts immédiats de peuples particuliers. Je poursuis. En Europe même, les opportunités pour une organisation fasciste internationale délivrée des problèmes d'État et de territoire sont encore plus grandes. Et je poursuis et termine. Dans ces conditions, 1945, au moment où tout le monde croit s'être libéré du nazisme, dans ces conditions, il peut se révéler avantageux pour les nazis de pouvoir opérer partout à la fois en Europe sans la contrainte d'être liés à un pays particulier ou de s'appuyer sur un gouvernement particulier. N'ayant plus à se soucier du bien-être ou du malheur d'une nation, il pourrait prendre d'autant plus rapidement l'apparence d'un authentique mouvement européen. Le danger existe que le nazisme parvienne à se poser comme l'héritier du mouvement de résistance européen en reprenant son slogan d'une fédération européenne et en l'exploitant à ses propres fins. Il ne faut pas oublier que, même lorsqu'il n'y avait plus l'ombre d'un doute sur ce que pourrait être une Europe dirigée par les Allemands, le slogan d'une Europe unie s'est révélé pour les nazis l'arme de propagande la plus efficace. Il a peu de chances de perdre de son pouvoir dans l'Europe appauvrie de l'après-guerre dirigée par des gouvernements nationalistes. Tels sont de façon générale les périls de demain. Donc je trouve que c'est assez fort et ça correspond quand même à la suite. Enfin, je crois que l'un des meilleurs exemples, c'est Klaus Barbie, en fait. Klaus Barbie, il a continué d'officier pour les gouvernements tranquillement pendant Oui, il a même fait du trafic de drogue. Bien sûr, bah oui, parce qu'effectivement, il y a une mainmise aussi sur tout ça. Il a aidé les dictateurs à réprimer les opposants. En fait, ils s'aidaient tous beaucoup. Bah, je referai une émission sur ce sujet-là du stable-in, du gladio. Mais moi, ce qui m'a frappé, c'est que je me suis aperçue que les mouvements d'extrême droite les plus agressifs sont souvent financés pour de la déstabilisation et financés en fait par le grand capital. Hein, faut pas chercher très loin. Hein. Bon, on se dit, je peux comprendre les gens d'être sensibles à ce que disent ces groupes-là. Mais il faut regarder quel rôle ils ont toujours joué dans l'histoire aussi, quoi. Ils ne vont pas vers l'émancipation des peuples. L'Amérique latine s'est pris, je pense, la dernière dictature en Amérique latine, la pure et dure, bon, on va dire que c'était Pinochet 96. Non, quoi qu'il y ait eu Fujimori jusqu'en 2002. En gros, l'Amérique latine n'a eu que des successions de dictatures et toujours d'extrême droite. Et en fait, aujourd'hui, moi, quand je vois la radicalité de certains journalistes ou présentateurs ou commentateurs à la télé, dans pas longtemps, ils vont dire qu'il faut mettre certains Français dans des camps, hein, si on les écoute. Et ils se sentent complètement, on va dire, décomplexés. Mais alors, complètement décomplexés, j'ai l'impression qu'il y a des barrages qui sont en train de sauter dans l'humanisme, dans le respect de l'autre, quoi. C'est hyper dangereux. On peut nous dire, ouais, machin, votre histoire de nazi, c'est un peu caricatural. Non, si j'attire vraiment l'attention là-dessus, c'est parce que les processus en cours sont exactement les mêmes. Alors, j'espère qu'ils vont pas finir aussi mal, mais on en prend le chemin. Hein. On en prend le chemin. Et donc, contre ça, déjà, il faut savoir à quoi on a affaire. Faut pas se leurrer, hein. Même si on est à la limite dirigé par des débiles mentaux, ce qui à la limite est possible, hein, ils sont pas tout seuls, ils sont dans un mouvement. Ils sont dans un mouvement qui a des impulsions. Et ces impulsions-là, c'est notamment des milliards qui sont foutus dans des espèces de lobbies ou dans de la recherche pseudo-universitaire pour confirmer les théories qu'on a envie. Par exemple, il faut quand même savoir que la première fac de sociologie,
ça a été financé par Andrew Carnegie, qui était un grand propriétaire de mines aux États-Unis. Et juste pourquoi? Parce qu'il en avait marre d'avoir des grèves. Et il se disait comment on va tenir les masses sans avoir à leur rentrer dedans à chaque grève, quoi. Et donc, il a trouvé ça génial de faire de la sociologie, qu'elle a étudié les mouvements sociaux, mais alors d'une manière tellement empirique et déconnectée que de toute façon, voilà, ils n'allaient jamais faire avancer le schmilblick. Voilà, on regarde la première faculté d'économie en France, c'est, il me semble, la Fondation Ford. Si c'est pas Ford, c'est l'autre, c'est Rockefeller. Mais je crois que c'est Ford à ce moment-là. Voilà, des facs d'histoire ont été financées allègrement par les fondations Ford, de Rockefeller et puis par d'autres, quoi. Pourquoi ils mettent et pourquoi aujourd'hui, dans un cas plus présent, un mec comme Bill Gates finance tel et tel truc et pas tel autre? Et en fait, on se retrouve du coup dans un espèce de bain idéologique qui est celui des gens, les mêmes qui avaient financé les nazis, les mêmes qui ont financé le Tavistock, c'est les mêmes élites. Ils travaillent tous ensemble, ils se rejoignent. Il faut savoir que la Golden Dawn, par exemple, j'en reviens à mes trucs, mes réseaux occultistes, mais pour pas dire franchement sataniste, mais en gros, ces réseaux-là, ils sont implantés en Allemagne, en France, en Angleterre, aux États-Unis, et ça te fait une petite coterie d'élite qui partagent certains délires, quoi. Et ils sont tous pas que dans une société à la con en général, quoi. Donc, en fait, ils oseront jamais te dire que ils sont satanistes, jamais ils te le diront. Mais ils pensent sincèrement qu'ils sont supérieurs au reste de la société. Ils pensent vraiment sincèrement qu'il y a trop de gens sur Terre, ça c'est clair, ils l'ont écrit, ils l'ont dit depuis un siècle maintenant au moins. Voilà, donc il ne faut pas se leurrer, il y a un processus en cours, le même qui était en cours quand les nazis sont montés. Et d'ailleurs l'URSS aussi, hein, parce que bon, l'URSS, qui c'est qui a financé les bolcheviks, c'est pareil, c'est les banques suisses et allemandes, hein, principalement, et autrichiennes. Pourquoi? Voilà, encore une fois, ça reste assez difficile à dire, mais en tout cas, ils y avaient un intérêt. Donc, toute cette déstabilisation, tous ces chamboulements à chaque fois, ils marquent des pas dans l'histoire. Moi, j'ai l'impression, quand je vois la ténacité qu'ils ont à faire avancer toujours leur même délire et à utiliser en plus ce qu'on appelle la science, voire la médecine, pour justifier leur délire, en fait. Je me dis, là, on n'est pas sorti parce qu'ils vont mettre le paquet et on est arrivé au bout du processus, quoi. Donc aujourd'hui, il faut des armes d'autodéfense. Voilà, il faut comprendre à quoi on a affaire. Il faut aussi se douter que la suite, ils ont un programme, hein, pour la suite. Enfin, on va peut-être pas en parler beaucoup aujourd'hui, mais en gros, ils travaillent sur alors officiellement, ils appellent ça la cartographie du cerveau, hein. C'est le European Brain Project, ou le Brain Project lancé par Obama aux États-Unis. Les Chinois ont aussi lancé le leur. Et il y en a beaucoup qui se disent, en regardant de plus près ce qu'ils ont produit comme puce à mettre dans le cerveau déjà, hein, c'est une puce de Intel là, qui a été présentée il y a 3-4 ans. Et ils se disent qu'il y a eu forcément des expérimentations sur l'humain pour réussir à développer ça, quoi. Le Delgado dont je vous ai parlé au début dans le MK Ultra, lui, il sait contrôler des singes par radiofréquence depuis 1950. Ouais, je sais plus si c'est 52 ou 53, mais c'est par là. Il sait, avec une télécommande, rendre le singe agressif. Enfin, imaginez. En fait, ils savent, ils ont accès à ces technologies-là. Alors, euh, voilà, il faut le savoir, il faut essayer de comprendre où ils veulent aller. Il ne faut pas mettre tout sur le dos de leur bêtise ou de leur ignorance, parce que je pense que c'est beaucoup plus grave que ça, en fait, hein. Voilà. Pour moi, il y a un petit peu tous les voyants qui sont rouges. Par rapport à, moi j'ai interviewé des résistants, enfin, tous les voyants sont au rouge par rapport à la montée d'un totalitarisme qui est forcément destructeur. Et bon, là ils vont commencer, et c'est toujours pareil. Si on prend les nazis, ils ont pas commencé par les juifs, en fait, hein. Ils ont commencé par tuer les handicapés, hein, d'abord. Pendant 10 ans, là, ils avaient mis en place un programme de stérilisation, et même pour les tuer à partir des années, je crois, 37, ils ont accéléré parce qu'il fallait faire de la place dans les hôpitaux pour les soldats. Voilà, c'était le mot d'ordre qui était donné, quoi.
Voilà, et bon, et en plus, il faut savoir que l'eugénisme, c'est pas un truc d'allemand, parce que la Société eugéniste internationale, en fait, elle a été créée aux États-Unis, je crois, dans les années 20, en 1921, il y a eu le premier congrès, quoi. Donc, c'est un délire qui était partagé. Il y avait la moitié des États américains en 1933 qui avaient déjà mis en place des politiques eugénistes dans enfin, sur leur sol, quoi. Donc, ce truc-là, quand on parlait de l'autre, Margaret Sanger, la Sanger, qui est la créatrice du planning familial, alors on peut dire oui, ça a permis aux femmes d'accéder à la contraception, oui, très bien, mais à la base, c'était un peu de force qu'elle voulait donner la contraception. Effectivement, elle visait les Noirs en particulier, mais aussi un peu tous les pauvres, hein, et elle comprenait pas pourquoi les gens lui en voulaient de dire ça, quoi. Voilà. Et quand on entend, bah, par exemple, il y a une loi qui est passée où maintenant enfin, on peut tuer un bébé jusqu'à la veille de l'accouchement, hein, jusqu'à 9 mois, quoi. Enfin, tout ça pour des raisons psychosociales qui vont être appréciées sur quels critères dans une société qui est déjà malade. Il y a vraiment, j'ai l'impression qu'il y a voilà, toutes ces questions éthiques, toutes ces barrières qui sont en train d'essayer de passer et que certains ont déjà commencé à franchir, hein, clairement. Il faut vraiment se demander pourquoi elles sont là et pourquoi elles ont été remises après toutes les catastrophes, quoi. Voilà. Bon, en gros, c'était un petit peu voilà ce qu'on voulait transmettre aujourd'hui. Je ne sais pas si tu as des éléments, des questions, des remarques, Akina ou Ariane. Sur un peu tout ça, quoi. Hein. Moi, personnellement, je trouve que c'est un exposé vraiment passionnant parce que ça permet de prendre du recul et ça permet de comprendre aussi que ce qu'on vit souvent quand on s'informe par soi-même et qu'on a un regard décalé sur toute la gestion de cette crise sanitaire, on a souvent l'impression d'être fou, d'être tellement décalé par rapport aux gens qui nous entourent, qui n'arrivent pas à entendre ce qu'on leur partage. Ça permet de mieux comprendre en fait quel est l'état de sidération, l'état d'hypnose, l'état de harcèlement que subissent ces gens qu'on a en face de nous et qui font, comme on a pu le voir aussi dans ton document ou dans les citations que tu as citées d'Hitler, comment aujourd'hui on peut faire fabriquer, enfin on peut faire croire aux gens qu'un carré devient un rond et qu'un rond devient un carré à travers plein de techniques qu'Ariane a aussi présentées, de répétition, de chaud-froid. Donc ça nous permet potentiellement aussi à la fois de mieux comprendre les techniques dans leur globalité et à la fois d'être plus tolérant par rapport à des gens qu'on rencontre dans nos sphères sociales quotidiennes pour essayer dans des approches très tolérantes et très pédagogiques. Et on se rend compte qu'on va avoir besoin d'énormément de temps aussi pour faire évoluer toutes ces personnes qui ont été traumatisées depuis 1 an et demi à travers cette propagande médiatique qui a pris un temps de cerveau disponible et un espace de l'antenne médiatique qui est colossal, hein, qui n'est jamais arrivé au cours des dernières décennies de prendre autant de temps pour le même sujet. Voilà quelques remarques. Je vous remercie aussi vraiment pour cette compréhension que vous nous expliquez qu'en fait, ces techniques de contrôle mental sont des techniques qui sont bien plus anciennes que ce qu'on pensait pour quelqu'un de non averti comme moi. Des techniques vous avez parlé de l'Institut Tavistock, qui donc 1920, il y a plus d'un siècle. Excusez-moi. Ouais. Et comment ces stratégies ont été étudiées, financées par de nombreuses fondations. On a souvent entendu les mêmes noms qui sont venus dans les noms de fondations, même s'ils n'ont pas tout été cités. Donc, c'est intéressant de voir aussi comment il y a des individus qui, d'une manière intentionnelle, ont construit donc l'étude de la sociologie, l'étude de la psychiatrie, l'étude de la psychologie, des sciences cognitives, jusqu'à aujourd'hui au génome, pour essayer de voir tout l'appareil et tous les outils qu'ils ont à disposition pour faire du contrôle mental et pouvoir en fait enlever la souveraineté des individus. Et après, les individus seront en mode automate. Et d'ailleurs, on s'en rend même compte dans notre vie quotidienne aujourd'hui qu'on essaie d'échanger en fait avec des gens à la caisse du supermarché ou ailleurs. J'ai l'impression en fait que les gens nous répondent pas vraiment parce qu'on leur donne des informations qui sont dissonantes pour eux et en fait ils nous répondent d'une manière automatique où on ne ressent aucune émotion, on voit des regards vides, on a l'impression d'avoir un objet en face de nous, un ordinateur qui répond oui ou non, mais on a l'impression d'avoir perdu en fait ce lien d'humanité, de cœur à cœur, d'être humain à être humain. Ça me fait penser d'ailleurs à une excellente introduction de Benjamin Bayard sur Thinkerview récemment,
où il expliquait cette différence entre l'homme et la machine. Et en fait, quand il parlait de la machine qui est distinguée de l'homme, mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on transformait ces êtres humains en machines où on nous coupe de nos sensibilités, de nos sensorialités. Après, moi, je vous dis ça avec toute ma non-compétence, hein, sur tous ces sujets-là. Je vous dis ça en tant que citoyen et en tant que journaliste citoyen. Et face à tout ce que vous nous partagez, quand même, c'est des sujets très éprouvants, très lourds. Vous nous faites des liens avec le nazisme, des liens avec tous ces nazis qui ont été, avec l'opération Paperclick, recyclés par les États-Unis d'Amérique, mais pas que. Hein. Il y en a aussi qui sont venus en France, en Angleterre ou ailleurs. Donc, ça aussi. D'ailleurs, un truc intéressant à noter, c'est que en fait, la guerre psychologique, hein, ce concept-là, c'est les Français qui l'ont créé pendant la guerre d'Algérie, et les Américains ont trouvé ça tellement brillant qu'ils ont été demandés à nos militaires d'intervenir chez eux. Tout à fait. Et d'ailleurs, on pourrait aussi citer La psychologie des foules de Gustave Le Bon, qui était aussi un médecin français qui, à la fin du 19e, travaillait déjà sur la manipulation des masses. Et donc, je pense qu'on aura vocation à faire de nombreuses autres émissions sur le contrôle mental, parce que là, c'était pour moi une forme une vision plutôt historique de la question. On n'est pas forcément rentré dans le détail de chacun des points qui ont été abordés, d'offrir un regard d'ensemble. Mais je pense que ça serait intéressant après de découper le contrôle à travers différents outils, l'outil proprement médiatique, l'outil proprement électromagnétique, l'outil différents outils en fait qui sont utilisés, la chimie, avec aujourd'hui des pollutions chimiques qui abaissent le taux de QI des êtres humains et qui nous rappellent un peu le film Idiocratie, hein, où on fabrique des individus qui demandent uniquement du divertissement, et qu'on parle de sujets sérieux, ils nous répondent souvent ah non, tu vas pas recommencer avec ces sujets, que concrètement on parle de leur vie, de leurs enfants, de la société qui les entoure, et ils préfèrent se voiler la face malgré que l'incendie est en train de se rapprocher de leur maison et de leur jardin. Et bien ils préfèrent ne pas voir l'incendie et être dans ce déni que vous avez aussi cité. C'est comme le lapin qui est pris dans les phares d'une voiture, il peut plus bouger, quoi. Et les citations d'Hannah Arendt sont impressionnantes, celles aussi que tu as citées d'Hitler était impressionnante. Et donc, face à tout ça, formation-là aussi, le Front Médiatique, on essaie d'être un média qui propose aussi de monter en compétences, en connaissances pour développer cet esprit critique, avoir un esprit aiguisé pour penser par soi-même et garder sa souveraineté, son autonomie intellectuelle au maximum face à toutes ces attaques que l'on subit médiatiquement et culturellement aussi à travers l'éducation et d'autres outils culturels. Tu as cité aussi la musique, le film, Netflix, etc. Je confirme que c'est bien le petit-fils d'Edouard Bernays, qui est un des cofondateurs de Netflix. Et donc, peut-être finir notre échange sur des clés ou des effets de levier, des effets d'action qu'on peut mettre dans notre quotidien, déjà pour se protéger aussi psychiquement face à cette guerre qu'on subit. Moi, souvent, je rappelle aux gens, jetez votre télé par la fenêtre, c'est une arme de destruction massive. Donc, peut-être donner chacune de vous 2-3 éléments ou un élément qui vous paraît intéressant pour permettre à notre communauté qui écoute live, et d'ailleurs qui a fait des commentaires passionnants. On a vu qu'il y a une culture et une culture populaire de plus en plus puissante. J'ai vu des commentaires vraiment avec voilà, il y a des gens qui ont creusé le sujet et qui citaient des fondations, des personnages historiques aussi qui ont marqué la chose. Donc peut-être on pourrait finir voilà cet échange sur un élément ou 2 ou 3 chacune qui permettrait à la fois de se protéger personnellement, à la fois peut-être d'être dans des interactions sociales avec les gens endoctrinés sous hypnose pour essayer d'interagir de manière moins violente et moins frontale. Avant qu'Ariane réponde, peut-être, moi je vais dire rapidement un peu ce que j'ai vécu moi, c'est-à-dire à Lyon, ils ont imposé le masque dans la rue le 1er septembre 2020. Ce jour-là, j'ai dit stop, terminé, quoi. Terminé, je n'obéis plus, c'est fini, quoi. Et ben, franchement, je me sens bien mieux depuis, quoi. Mais bien mieux que d'essayer d'obéir à un truc aberrant, quoi. Ce qui était déjà pas trop le cas, mais bon, là, c'est terminé, quoi. Bon, après, je vais revenir sur un petit peu des solutions, mais Ariane est bien mieux placée que moi, je pense, pour donner des armes d'autodéfense face à ce genre de délire. Alors, je vais essayer. Je pense que la première chose
de toute façon, c'est la responsabilité de s'informer. Alors, la responsabilité de s'informer, ben, ça, c'est quand même laissé à chaque individu. C'est-à-dire, on peut essayer de convaincre quelqu'un. En fait, ce qui se passe, pourquoi les gens ne s'entendent pas, c'est parce qu'ils n'ont pas le même niveau d'information. Donc, en fait, il y en a un qui parle depuis le 6e étage, l'autre qui parle depuis le 2e étage, et puis, en fait, ils sont en train de se prendre le bec. Et ça, c'est vraiment la responsabilité de chacun. Le plus compliqué, c'est d'imaginer que tout est possible. Du point de vue des fanatiques du pouvoir. Et c'est vrai que quand on a eu accès à des dossiers très fournis sur des réseaux de pédophilie ou qu'on peut prendre connaissance, moi j'ai vraiment envie aussi de rendre hommage évidemment au travail de Nondé, mais il y a aussi Révo de la Team F Society, il y a Alexandre Le Breton, il y a Péopolis, enfin c'est vraiment très compliqué de nager dans ces énergies-là. Et ces révélations et ces dossiers, c'est extrêmement violent. Donc, il y a quand même des gens qui se dévouent depuis très longtemps pour faire ressortir ce qui est plus que des témoignages, parce qu'il y a des vraies enquêtes, etc. Et je crois qu'à partir de là, on commence à comprendre que la société dans laquelle on vit n'est pas la société qu'on nous montre. C'est-à-dire qu'en fait, oui, il y a une infiltration sectaire. Quand j'avais écrit mon livre sur l'imposture des droits sexuels, j'avais été contactée par des chercheurs de l'antisecte et ils m'avaient dit, vous savez, déjà, ils m'avaient énuméré le nombre de ministres qu'ils savaient être dans des sectes occultes et ils m'avaient dit, vous savez, il y a un combat pour effectivement essayer d'instaurer un 4e Reich. Donc, moi, ça ne m'a pas tellement étonnée, mais la question de la secte, c'est la question du pouvoir et c'est la question de l'accès au pouvoir. Et je pense que toute la question Epstein aussi est fondamentale. Bien sûr, le dossier est étouffé, mis sous le tapis un peu partout, mais donc c'est quand même important aussi de voir qu'il y avait des relations très évidentes avec des... et variées. Et variées. Voilà. Donc, est-ce que c'était un réseau ou c'est un réseau de contrôle de ceux qui sont au pouvoir? Certainement, mais aussi il y a peut-être bien d'autres choses. Voilà. Et c'est pour ça que il faut quand même honorer le travail de tous ces gens bénévoles qui, franchement, pour le dire très vulgairement, mettent le nez dans la merde et que personne ne veut voir. Et ça, c'est très dur à admettre. On passe pour fou quand on en parle. Voilà. Or, on a quand même beaucoup d'éléments maintenant. Et ce n'est pas un témoignage, c'est énormément de dossiers, etc. pour qui veut commencer à s'intéresser au sujet. Donc, je pense que déjà, avoir ne jamais se relâcher dans l'idée qu'on veut savoir et qu'on veut s'informer. Peut-être qu'on va tomber sur des fausses informations, ça fait partie de la quête de vérité, ça fait partie de la quête de vérité de se tromper aussi à certains moments, voilà, et de pas forcément non plus avoir des certitudes, etc. Mais il faut aller explorer, il faut aller chercher ce qu'il y a dans les coulisses. Ça me paraît extrêmement important. Et dans ce travail d'information, l'ampleur du travail de Judith Reisman me paraît incontournable pour comprendre le lien aujourd'hui entre ce qui se passe et l'imposture scientifique qui est celle qui a été celle de la sexualisation des enfants. Tout ceci est en lien. On a l'impression que ça ne l'est pas, mais ça l'est de facto, ne serait-ce que, de toute façon, Bill Gates est tête de proue de la politique vaccinale, est également financeur des droits sexuels et reproductifs. Et d'ailleurs, Epstein t'en parlait, mais ce qui est intéressant, c'est quand on regarde où il mettait son argent, il partait dans des délires complètement transhumanistes, l'homme amélioré, etc. Attention. Absolument. Absolument. Donc, ça, pour moi, ça me paraît important et c'est déjà un énorme... c'est déjà pas évident et je pense que ça implique, en tout cas, plusieurs étapes de déconditionnement qui nécessitent du temps et qui nécessitent
Alors c'est vrai que le temps, là, bon, ben, on est un petit peu coincé, mais bon, jamais trop tard. Il nécessite en fait des sas de décompression parce que c'est extrêmement violent de découvrir les coulisses. Et c'est une première chose, je pense, très importante. Et donc, ce qui se passe, c'est que la majorité veut rester dans un certain déni, enfin ne peut pas faire autrement, peut-être, je ne sais pas, que de rester dans un certain déni. Et le déni, en fait, plus on va aller essayer de s'y confronter, plus on va se casser les dents et plus on va le renforcer. Donc, il faut aussi, malheureusement, à la fois, en fait, il faut faire le travail pour soi-même, mais pas forcément obliger les autres à le faire. C'est ça qui est compliqué. Par expérience, je sais que si on explique aux autres notre vérité, ça passe pas. Si on les amène à se poser des questions, tout doucement, ça passe un peu mieux déjà. Ouais. Oui, et puis il y a un moment donné où il y a peut-être un fait du réel qui fait que la personne va mettre les choses en lien, etc. On peut semer des graines pour soi et pour autrui, et puis après on n'est pas maître de ce que ça donnera. Après, je pense que le danger face auquel nous sommes, dont on a du mal quand même à cerner tout le raffinement, néanmoins, on a quand même les grandes lignes, hein, le transhumanisme, c'est-à-dire l'abolition des droits humains. Il faut être très clair, transhumain, c'est l'abolition des droits humains. Donc qui est sans doute une nouvelle version du surhomme, donc un espèce d'homme augmenté avec la machine, qui sera dépossédé de toutes ses libertés, de tous ses droits, et sans doute autorisé ou pas à se reproduire, autorisé ou pas à vivre, etc. Oui, il y a le contrôle de la fécondité qui revient tout le temps dans ces trucs-là aussi. Voilà, mais qui était déjà chez les nazis, hein, les fermes à bébés, etc. Enfin, c'était très présent. Donc, je pense que le danger est sans doute un danger que n'a jamais connu l'humanité avant. Et l'inconscience est sans doute autant proportionnelle à ce qui se passe. Voilà, c'est un petit peu ce que j'ai envie de dire. Même nous, on a du mal à réaliser, hein. Enfin, franchement, moi, je suis encore régulièrement surprise de constater l'ampleur du truc, quoi. Tellement, et pourtant, ça fait quand même des années que. Là, quand je vois, le côté mécanique, implacable du truc qu'on est en train de vivre, je me dis waouh, quoi. En fait, je me dis le seul moyen de lutter contre un truc pareil, c'est de faire l'inverse de ce qu'ils attendent. Il n'y a pas d'autre solution. Et là, il va falloir qu'on soit très inventif. Il y a une phrase que j'adore de Rimbaud, c'est les inventions d'inconnus réclament des formes nouvelles. On en est là. Je pense qu'aujourd'hui, tout ce qui a été fait en termes de système politique ou social est très perfectible au mieux, voire carrément à jeter, quoi. Donc on sait ce qu'il ne faut pas faire. Créons, inventons et imaginons, comme tu disais tout à l'heure, se dire que tout est possible. Parce qu'en fait, il y a un truc de sûr pour moi, en tout cas, c'est que à partir du moment où on conçoit quelque chose, c'est faisable. Si on arrive à matérialiser dans notre tête les choses, à voir comment elles doivent se passer ou elles peuvent se passer, c'est faisable. Ce n'est plus du domaine de l'impossible. Tout après va être une question de rapport de force. Alors, c'est pas forcément dans la violence, le rapport de force. Sur la durée et de capacité à résister sur la durée. Moi, je pense que l'un des éléments essentiels, les gens ils me demandent toujours qu'est-ce qu'il faut faire, mais en fait, l'un des éléments, c'est de se renforcer psychologiquement. Et se renforcer psychologiquement, c'est être lucide sur ce qui se passe, savoir, donc lucide, on ne pourra jamais, on a du mal à saisir le raffinement, mais en tout cas, on voit que l'humanité est quand même en très grand danger. Les droits humains sont en très grand danger. Et savoir ce qu'on veut. Et je pense que prendre conscience qu'on n'a jamais peut-être été en aussi grand danger doit permettre, et peut-être qu'on n'a jamais eu aussi peu l'occasion de se planquer, doit aussi inciter à se dire bon, qu'est-ce qu'on fait quand on est coincé contre le mur et qu'on n'a plus d'autre choix, et que peut-être même, effectivement, la surhumanité telle qu'on l'avait conçue jusqu'à présent est en extrême danger. Sans oublier, on n'en a pas parlé, mais effectivement, tout ce qui se passe autour du clonage, de la génétique, des chimères, etc. Enfin, il y a aussi tout ce volet-là. Donc, qu'est-ce que c'est voilà. Et donc, se renforcer psychologiquement me paraît absolument essentiel, parce qu'on peut faire tout ce qu'on veut sur le plan matériel. Si on n'a pas une capacité psychologique
de résistance, c'est compliqué. Alors, comment on se renforce psychologiquement? Mais déjà, on arrête de se faire polluer par le harceleur, entre guillemets. Hein. Donc, il faut trouver les sources qui intoxiquent. En général, elles sont beaucoup sur le plan des médias, hein, et essayer de les couper le plus possible. Parce que sinon, ça remet tout le temps dans un espèce de bain traumatique. Et ça aide pas du tout. Après, je pense que c'est vraiment essayer de recontacter ses émotions, en particulier la peur. Et de toute façon, il y a vraiment deux chemins possibles. Hein, et c'est toujours ça, parce que l'un annule l'autre, en fait. C'est soit, effectivement, on va prendre des décisions par peur, soit on va les prendre par amour. Et ça n'est pas tellement compatible, en fait. C'est-à-dire que pour prendre des décisions par amour, il faut dépasser sa peur. Et ça, c'est aussi assez compliqué, mais je pense que c'est fondamental parce qu'en fait, la peur, dans une peur, on s'auto-paralyse. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas être stratège, il ne faut pas réfléchir aussi et pas faire n'importe quoi dans des choses impulsives, mais on s'auto-paralyse alors que ça ne nous est même pas demandé en face. C'est vraiment un truc extraordinaire, la peur. Donc, voilà, ça, je pense que c'est très important. Et puis, réfléchir donc, à qu'est-ce qu'on fait dans son environnement immédiat? On est sur une logique globaliste, mondialiste. Peut-être que justement, prendre le contre-pied, c'est revenir sur son environnement immédiat, se demander quelles sont les prises qu'on laisse à l'autre. Et si effectivement, ça je l'ai déjà dit, parce que je pense que ça va être très chaotique. Ça va être très chaotique et encore une fois, il y a la question de tenir sur la durée, d'aider les autres aussi sur la durée. Donc, quand je dis ça va être très chaotique, je pense que le monde va basculer dans quelque chose de très chaotique. On y est déjà, qui peut être intentionnel comme pas du tout maîtrisé. Donc, il peut y avoir les deux qui se mettent en place, c'est-à-dire des scénarios qui sont mis en place, qui sont faits pour créer de la guerre civile, de la division, etc. Et de l'autre côté, des choses qui surgissent et qui étaient inattendues et qui vont aussi créer pas mal de chaos. Donc, se préparer à ça, sur le plan matériel, sur le plan psychologique, et se rappeler quand même que nous sommes mortels. C'est-à-dire qu'en fait, encore une fois, la question, c'est pas de vivre le plus longtemps possible, c'est plus essayer de se dire qu'est-ce qu'on fait de nos vies qui nous paraît juste intéressant et en accord avec nous-mêmes. Voilà. C'est un petit peu comme ça que je le vois, mais moi, je pense que de la résistance de l'humanité dépend son sort, là. Hein, c'est mon opinion personnelle, dépend son sort en tant qu'humanité. Je ne suis pas très optimiste. Non, je vois ça, ouais, effectivement. Après, moi, non plus, je suis pas très, très optimiste là, sur le court terme. Je sens qu'on va passer là par une période chiante. Ceci dit, il faut pas oublier que dans le contexte comme a dit l'autre, hein, on est en guerre, hein, quelque part, même s'il y a une guerre d'usure psychologique, c'est une guerre. C'est de bien avoir en tête que chaque jour de gagné compte. C'est-à-dire, plus on leur met au quotidien des bâtons dans les roues dans chaque chose qu'ils vont faire, moins on va collaborer, plus on fera. Alors, ça peut être de la résistance active, mais ça peut aussi beaucoup être de la résistance passive. Il faut savoir qu'en France, ce qui a beaucoup aussi fait basculer, c'est la résistance passive qui était majoritaire, mais c'est quoi? C'est des actes de résistance ou de sabotage où on risque pas. Freiner. Ouais, freiner, paralyser le système le plus possible. C'est enlever les panneaux routiers, c'est mal visser des obus, c'est freiner le plus possible le truc, ne pas l'ouvrir tant qu'on peut. Et ne pas, alors surtout aussi, je dirais dans le contexte actuel, ne pas croire ce qui est dit. Moi, en tant que journaliste, j'ai été choquée 2-3 fois quand même, alors tous les jours, mais 2-3 fois par des faits quand même assez graves, où il y a une vérité médiatique qui se crée, alors que les textes de loi ne disent pas du tout ça. Par exemple, on a eu le coup avec le masque qui était soi-disant interdit d'être vendu par les pharmaciens pendant le premier confinement. Il y a eu des pharmaciens en procès. On s'est aperçu après qu'il y avait jamais eu de loi qui interdisait de vendre des masques dans les pharmacies pendant le premier confinement. Et là, il y a beaucoup de patrons qui essayent de licencier leurs employés
parce qu'ils ne sont pas vaccinés, mais c'est complètement illégal aujourd'hui. Le droit ne permet pas ça. Mais comme tous les médias le disent et que les gens font comme si c'était vrai et que le gouvernement ne va pas corriger évidemment ces choses-là, en fait, on arrive dans une construction d'une réalité qui est fausse, mais qui devient vraie parce que tout le monde croit qu'elle est vraie. C'est comme un peu quand il y a deux partis qui ont triché aux élections, le jeu, c'est le premier qui accède à la télé pour dire c'est moi qui ai gagné, pour créer la vérité en fait. Donc, ne pas rentrer vraiment dans ces trucs-là, garder. C'est pour ça qu'on a fait cette émission, c'est parce qu'on considère que le savoir, c'est un peu aussi le pouvoir, c'est un moyen d'agir, ça donne des outils, des clés de compréhension de ce qui se passe et donc de comment agir par rapport à ça. Faut se faire confiance. Je pense que l'humanité, moi j'ai tendance à dire que cette crise, ils y ont été trop tôt, trop fort et trop vite. Donc, ça se passera pas comme ils veulent. Ça se passe déjà pas comme ils veulent. Mais c'est vrai je pense qu'il faut, ceux qui sentent qu'ils n'auront pas le courage d'être dans l'affrontement permanent, il faut qu'ils se mettent à l'abri, je pense rapidement, quoi. Oui, on peut aider de plein de façons. On n'est pas obligé d'être dans l'affrontement. Ah Je veux non, dire, hein. on peut aider de plein de façons. Euh, et je pense qu'il faut aussi se méfier, encore une fois, des leaders de crise, des leaders de résistance. Je l'ai déjà dit plein de fois dans beaucoup de domaines, mais il faut se méfier de ça. Pourquoi? Parce que même si la personne est très bien intentionnée, ça crée des mécanismes en miroir et ça fragilise en réalité un mouvement d'avoir des leaders comme ça. Parce que si on attend et qu'on reconstruit quelque chose de pyramidal avec un leader, il suffit d'éliminer le leader, puis le mouvement, pouf, et s'éparpille. Donc c'est très important, plutôt, je pense, d'avoir une stratégie de grain de sable dans le système, une stratégie de grain de sable, c'est prendre ces initiatives individuelles qui n'appartiennent qu'à soi-même ou dans des tout petits groupes pour dire, en fait, faire ou mettre en place ce qu'on pense juste. Encore une fois, par exemple, se dire, bon, bah voilà, s'il y a des associations maintenant qui obligent à une discrimination pour pouvoir nourrir les plus démunis, bah, peut-être qu'on va le mettre en place nous, et puis voilà, de façon privée, comment on va nourrir les plus démunis sans être obligé d'avoir un Ausweis à l'entrée, quoi. Voilà, ça peut être des choses comme ça. C'est important, en fait, il y a vraiment énormément de palettes. Il suffit de récupérer son individualité et de dire, bon, bah, moi, qu'est-ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce qui me correspond, qu'est-ce qui ne me convient pas dans ce système, qui est d'une violence aujourd'hui assez effroyable. Et puis de se mettre en contact aussi, hein, parce qu'une fois qu'on sait ce qu'on veut, nous, faut pas oublier qu'il y a des collectifs qui sont en train de se monter de partout. Rien que dans ma région, Auvergne-Rhône-Alpes, il y en a plus d'une quarantaine qui ont été créés en un an, soit, enfin bon, pour plein de choses, mais par rapport à la crise qu'on est en train de vivre et comment on fait pour recréer du lien, recréer une alimentation, recréer de la diffusion d'informations, comment est-ce qu'on défend les gens, comment on porte plainte ensemble, etc. Donc tout ça, c'est en train de se faire aussi. D'ailleurs, c'est pas pour rien qu'ils essayent de nous isoler 15 heures derrière un écran par jour. Voilà. Ils veulent qu'on s'éloigne les uns des autres et qu'on se parle plus. Faisons l'inverse. Faisons absolument l'inverse. Il y a un truc, moi, auquel je tiens beaucoup, c'est l'espace public. C'est exactement ce qu'ils sont en train d'essayer de nous enlever, de nous polluer. L'espace public, ça a plein de formes. C'est pas qu'une agora, mais c'est aussi une agora. C'est aussi une place sur laquelle on a le droit de manifester. C'est aussi les bars dans lesquels on échange et on prépare la manif de demain ou on refait le monde, etc. C'est aussi toutes les associations dans lesquelles on se rencontre facilement avec des gens différents, de différents horizons. Voilà, tout ça, c'est l'espace public qu'ils essayent de détruire. Alors, c'est aussi même aujourd'hui les réseaux sociaux, hein, c'est un espace public qui est de plus en plus censuré. Donc, pourquoi ils ont peur de cette parole libre des citoyens? Je pense sincèrement que s'ils en ont peur, c'est parce qu'ils savent qu'ils ne sont pas en position de force sur le long terme. C'est clair. Ils peuvent utiliser de la violence, mais à ce jeu-là, ils y perdront de toute façon. À la fin, ils y perdront. Il faudrait éviter qu'ils arrivent à la violence. Voilà, c'est pour ça que nous, on doit rester quand même solidaires, unis,
ne pas se laisser diviser par les histoires de pancartes, de ci, de ça, et par les leaders, comme disait Ariane aussi, qui vont de toute façon jouer leur jeu au moment opportun, quand les élections arriveront. Je pense aussi qu'il faut vraiment se dire que si on veut se donner une porte de sortie, il faut qu'on reprenne en main l'agenda. Je crois vraiment qu'on doit rédiger dès maintenant les statuts d'un tribunal qui va juger tout ce monde-là quand on pourra le faire. En appliquant des lois, hein, même les lois actuelles, à la limite, seraient bonnes, hein, mais il suffirait de les appliquer, par exemple. Mais voilà, on doit aussi préparer une assemblée constituante, préparer une nouvelle constitution, sortir de ce piège. Parce que je dis au passage, quand même, que la Constitution de 58, elle est le fruit d'un coup d'État militaire. Hein. C'est pas, je veux dire, Macron, il n'a pas forcément besoin de faire un putsch et de casser la Constitution, parce que n'importe quel dictateur rêverait d'avoir la Constitution française pour travailler. Il n'y a pas de séparation des pouvoirs, il n'y a pas de justice indépendante. Quand les gens votent, on est déjà à la 8e sélection des électeurs. Enfin, on est dans un truc complètement aberrant en France. Hein. Enfin, et puis alors, on a un truc qui s'appelle les préfets. Bon, va falloir m'expliquer ce que c'est être démocratique en 2022. Bientôt. Hein, voilà. Donc, toutes ces choses-là, il faut cibler les problèmes sur lesquels nous, on peut ou on veut agir. Et essayer de se regrouper avec des collectifs, de rejoindre. Et il y en a d'aller. Alors, bon, les manifs, oui, mais clairement, ça se piège, en fait. Voilà, il ne faut pas s'en faire dedans. Il faut construire demain. Il faut vraiment qu'on trouve cet espace public, qu'on le recrée, trouve un moyen d'échanger au niveau local et au niveau national. Voilà, pour dire, nous, c'est ce monde-là, c'est une société qui ressemble à ça. Même si, bon, évidemment, tout le monde ne sera pas d'accord sur tout, mais je pense que les gens sont assez intelligents. Avoir une base commune de revendications à 60, quoi. Voilà. Donc, il y a plein d'espoir. Je pense que de tout ce bazar sortira forcément plus grand. Ce coup-là, il ne faudra pas rater l'épuration. Franchement, c'était une blague. On a laissé en France tous les nazis en place dans tous les domaines, que ce soit la fonction publique, que ce soit la police, l'armée, etc. Ils sont restés en place. D'ailleurs, les Américains ont dit on intervient, mais alors surtout, pas de procès, pas de zigouillage de collabos. Et puis Vichy, surtout, vous les laissez. C'est ce qui s'est passé, regardez. On a eu Mitterrand, qui était quand même ministre de l'Éducation sous Vichy. C'est cette France-là qu'on a subi. Voilà. Alors, bizarrement, Pasqua, lui, était un vrai résistant. Les choses bizarres. Au vu de la somme de vos savoirs et de vos connaissances, j'espère qu'on aura ouais, au vu de la somme de vos connaissances et de vos recherches, j'espère qu'on aura vraiment l'occasion de vous retrouver à nouveau sur le front médiatique pour continuer à aborder ces questions-là. Moi, vraiment, j'ai trouvé cet échange passionnant. Parmi tous ceux qu'on a fait, c'est vraiment une des clés, un des plus passionnants. Je voudrais rappeler aussi ce qui est intéressant. J'ai 3 petits points pour conclure. C'est que souvent, quand on met un modèle du monde qui tombe parce qu'on se rend compte qu'on s'est fait manipuler depuis qu'on est petit, qu'on nous a menti sur plein de sujets, ce qui est très compliqué, c'est qu'il faut reconstruire tout un nouveau modèle du monde. Et ce qui est magnifique, c'est qu'avec des chercheurs et tant d'autres qu'on a pu inviter sur le front ou pas encore, c'est que vous nous proposez un nouveau modèle. Et aujourd'hui, je retiendrai quand même l'idéologie eugéniste, transhumaniste et malthusianiste aussi, qui est la réduction de la population mondiale, qui sont 3 idéologies clés malades qui veulent nous imposer. Et donc, ils utilisent plein d'outils comme le contrôle mental, la manipulation, les médias, la culture, l'éducation, des outils ou des organisations comme les sectes, l'occultisme ou encore la sexualisation des enfants, la pédoporno, le traumatisme. Et on voit que l'histoire a confirmé ça, vous en avez parlé. Et il y a aussi évidemment les fondations, les lobbies, le pouvoir de la finance, et l'abrutissement de la population, l'idiocratie, l'hypnose générale. Voilà. Le deuxième point que je voulais rappeler pour être positif, c'est cette citation de Jacques Attali. Parce que moi, personnellement, j'ai changé grâce à Internet. Et Jacques Attali disait « L'Internet représente une menace pour ceux qui savent et qui décident. Parce qu'il donne accès au savoir autrement que par le cursus hiérarchique. » Et tu as parlé au début, dans le débat MOS, de l'importance de la hiérarchie et de la pyramide dans ces structures occultes. Et donc aujourd'hui, grâce à Internet, il y a une circulation de l'information, une circulation de la connaissance. Nelson Mandela nous disait aussi, l'éducation est la meilleure des armes pour changer
le monde. Et donc pour moi aujourd'hui, il ne faut pas rester sur Internet, bien évidemment, il faut aller aussi dans le réel. Mais on a accès aujourd'hui à une bibliothèque universelle qui est la plus grande bibliothèque de l'histoire de l'humanité. Donc on peut aujourd'hui faire thèse uniquement avec des ressources sur Internet. Donc n'oubliez pas aussi le danger et comment Internet rebat les cartes malgré la censure, malgré tout ça. Et pour finir, le troisième point, c'est surtout ne doutons pas trop. Évidemment, il faut douter de soi, il ne faut pas devenir arrogant et rester humble, mais ne pas douter parce que chaque jour, on va être confronté à des épreuves dans nos relations sociales, dans les événements qui vont arriver devant nous, et on va douter chaque jour, mais il faut garder cette force. Comme le disait Ariane, il va falloir être résistant sur du long terme, il va falloir être endurant. Moi, ça fait plus de 15 ans que je suis dans la résistance, et il faut donc aussi se préserver. Et ne doutez pas parce que même si on n'est rien individuellement, si aujourd'hui des petits médias comme le Front Médiatique sont censurés, si Information à l'époque était diabolisé et diffamé par la Dépêche et interdit de présence par la mairie de Toulouse, c'est qu'aujourd'hui, même avec des petits moyens, on dérange. Et donc, certes, c'est peut-être que des gouttes d'eau, mais si on dérange chacun individuellement, eh ben, on est puissant ensemble. Et n'oublions pas, le pouvoir, il n'est que symbolique. C'est Pierre Bourdieu qui en parlait très bien. Aujourd'hui, leur pouvoir, il n'est pas réel, pouvoir symbolique qu'ils arrivent à nourrir dans l'imaginaire, en nous donnant l'illusion de notre impuissance. Mais ils sont puissants que parce qu'on est à genoux. Et nous, réunis ce soir, vous qui nous écoutez ce soir, vous êtes debout parce que vous êtes curieux, vous avez envie de vous émanciper, vous n'en voulez plus de ce monde-là. Et donc vraiment, pour moi, c'est aussi un acte de résistance des émissions comme ce soir. Et un grand, grand merci à vous pour tout ce temps que vous consacrez à la recherche pour une nouvelle humanité, des monstres qui nous gouvernent depuis trop longtemps, en essayant de mieux les comprendre, de mieux les cerner, de faire un meilleur diagnostic de la situation. Et vraiment, personnellement, personne ne me fera douter. Peut-être qu'on perdra, mais en tout cas, moi, jusqu'au dernier jour, je me battrai. Et je suis heureux et fier d'accueillir des experts et des citoyens et des êtres humains avec tant d'humanité comme vous ce soir sur le Front Médiatique. Vraiment, un grand merci à la communauté d'être présent. Un grand merci à Marin aussi, qui est là tous les soirs avec moi. Et vraiment, je vous envoie tout mon soutien à vous tous et toi en particulier, Ariane, et toi particulièrement, Dondé. Vraiment, bravo, bravo pour tout ce que vous faites. Un grand respect. Merci et merci à tous ceux qui nous ont écoutés. Voilà, on vous souhaite une très très bonne soirée. Dondé Bamos et Akina sur le Front Médiatique. Belle soirée à vous. Bye bye. Bye.